Si aujourd'hui vous n'utilisez pas ChatGPT, vous êtes en train de rater littéralement une révolution. Bien fixé, data scientist construit le modèle. Après avoir travaillé pendant pratiquement 4 ans en tant que salarié data scientist dans des grands groupes bancaires. Illégaux. L'échec, c'est la source d'apprentissage. C'est en échouant qu'on apprend. Moi, j'ai échoué en seconde C. J'ai appris qu'il fallait étudier. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche. Ouais. C'est qu'est-ce que tu fais encore Les amis, bonjour. Et d'abord, avant de commencer la vidéo, franchement, je tenais à vous remercier énormément sur les retours qu'on a eu. J'ai regardé un peu les commentaires sur Instagram parce que je vous ai mis des Reels pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à les voir. Sur TikTok, pareil, j'ai regardé les commentaires. D'ailleurs, il y a un Reels qui a fait plus de 300 000 vues. Franchement, sur TikTok, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, ça me fait grave plaisir. Si vous voulez participer, peut-être que vous allez être le prochain invité de Playa. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Je vous ai mis un formulaire juste en bas au niveau du premier commentaire épinglé, il suffit juste de le remplir et ensuite je vais regarder un peu tous les profils. Si je vois que votre profil est intéressant, je n'hésiterai pas à vous contacter pour échanger avec vous. Donc aujourd'hui on reçoit Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Bouagazen. Avant de commencer, je tenais quand même à préciser quelque chose d'extrêmement important. Lequel? Il y a 2 mois, parce qu'actuellement on est au mois d'octobre, il y a 2 mois au mois d'août, parce que moi j'habite pas à Paris, actuellement on est à Paris pour ceux qui ne savent pas. Il y a 2 mois, j'ai pris mon train, j'ai payé plus de 100 balles pour venir jusqu'à Paris, j'ai pris un hôtel et ensuite on est venu ici, exactement au même endroit. On a fait une vidéo qui était extrêmement intéressante. Vous allez vous dire où est cette vidéo-là, où est-ce qu'elle se trouve, mais franchement, on a enregistré pendant 1h30. Plus d'une heure, ouais. Et à la fin, complètement, au moment où je récupère les fichiers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Franchement, c'était incroyable. Mais c'est pas grave, c'est partie remise. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour reparler un peu du parcours de Natacha. Et vous allez voir, franchement, c'est un parcours extrêmement intéressant et on va apprendre beaucoup de choses. Je tenais aussi à préciser autre chose. Oui. Tu es le premier invité non sénégalais de cette émission. Ah ouais. Parce que c'est ton émission, il n'y a que des Sénégalais. C'est pas que des Sénégalais, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Playa, parcours de l'étudiant africain. Mais jusqu'à présent, c'était que des invités sénégalais. Ah ça fait plaisir alors de... Et le premier non-sénégalais, on va dire. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à tout le monde, moi c'est Natacha Djongwa. Aujourd'hui, ma mission c'est de rendre le monde de la data accessible à toute la francophonie. Et comme dans la vie de tous les jours, j'ai 3 casquettes. Je suis premièrement freelance data scientist et j'interviens principalement dans des grands groupes bancaires comme la Société Générale, HSBC, où j'accompagne mes clients dans la mise en production, dans le développement des modèles de machine learning. Et en parallèle de mes activités de freelance, j'aime beaucoup partager. Donc comme toi, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin Stat, où l'objectif c'est justement de vulgariser, de montrer comment est-ce qu'on travaille dans le monde de la data et de l'intelligence artificielle. Et en parallèle de ça, je suis également enseignante et formatrice. Enseignante dans mon ancienne école d'ingénieur l'ENSAI. D'accord. L'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Et j'ai créé également des formations où j'accompagne les personnes à comprendre c'est quoi la data science, c'est quoi le monde des statistiques, de la programmation, Python et autres. Donc voilà un peu qui est Natacha. C'est extrêmement intéressant parce que la première question qui me vient en tête, pour les personnes qui vont se dire ouais, mais Alassane, ça c'est pas une question, mais c'est quand même un domaine, on va dire, de façon générale, c'est un domaine qui est très masculin, non? Oui, c'est très masculin. Après... Ça fait quoi, je veux dire, d'être... Parce que quand même, tu as plusieurs casquettes. Tu es formatrice, tu es enseignante, si j'ai bien compris, tu fais des vidéos pour vulgariser. Qu'est-ce que ça te fait, en fait, on va dire, d'être dans un domaine quand même, on va dire, déjà, parce qu'actuellement, le data scientisme, j'ai l'impression que c'est le métier sexy, entre guillemets, et que tout le monde a envie de faire ça. Et aujourd'hui, toi, tu as atteint quand même ce niveau-là, et en plus de ça, tu enseignes, tu apprends des gens, et ça fait quoi d'avoir cette casquette-là? Ça fait quoi d'avoir cette casquette-là? Bon, je ne sais pas ce que ça fait, honnêtement. Tout ce que je sais, c'est... Déjà, tu as dit milieu masculin. C'est vrai que, généralement, quand on parle de technologie, quand on parle de programmation, on voit souvent des hommes et des hommes blancs.
Donc, déjà, ce sont des hommes et des hommes blancs. Ouais. Donc, Non, mais justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense qu'on a eu la discussion la dernière fois. ouais. Mais ouais. Et du coup, moi, je vais te raconter une scène. Tu as vu Black Panther ou pas? Ouais. Ok, Ouais. j'étais au cinéma quand Black Panther 2 est sorti avec ma petite sœur. Ouais. Et pendant le film, en fait, il y avait une petite fille qui avait l'uranium, je ne sais plus ce que c'était. Ouais. Et c'est elle qui avait la technologie, en gros, que tout le monde recherchait. Ok. Je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est seulement dans Black Panther qu'une femme noire peut être forte en technologie? C'est pas bizarre, c'est trop étrange, en fait. Honnêtement, c'est la pensée que j'ai eue quand je suis sortie de cette salle de cinéma. Pourquoi est-ce que c'est seulement dans les films que les femmes noires comme moi peuvent être très fortes dans la technologie? Ça, c'est la première scène. Deuxième scène, j'arrive en France en 2017 et je fréquente à l'ENSAI. Donc, c'est une école à Rennes, c'est une des écoles qui est reconnue dans la matière de data science. Et quand j'arrive à l'ENSAI, le premier projet que je fais, c'est un projet informatique. Donc, on nous donne un projet où on doit développer en Java. C'est pour ceux qui ne savent pas, Java, c'est l'un des langages qui est un peu qualifié de difficile. Et il y a une frustration que j'avais à Alassane, c'est que les personnes qui ont fait l'ICA, l'Institut régional de statistique et économie appliquée au Cameroun, comme moi, avaient tendance à dire, nous on vient de l'ICA, on est très fort en statistique, mais par contre la programmation, c'est pas pour nous, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Je te jure, j'étais choquée. Je me dis, mais pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas un bon niveau en programmation et pourtant vous avez les facultés nécessaires pour comprendre la programmation? Moi, par exemple, j'ai eu mon premier ordinateur, je crois que c'était en terminale. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette facilité en programmation-là. Et du coup, la chaîne YouTube que j'ai créée aujourd'hui, c'est aussi pour faire passer ce message-là, pour dire aux gens, écoutez, même si vous n'avez jamais eu l'ordinateur de votre vie, vraiment, vous pouvez y arriver. Moi, j'ai eu le premier ordinateur, je crois que c'était en première année à l'université. Ah ouais. Première fois, quand je faisais les cours de statistique, tu vois. Comme beaucoup d'Africains, ouais. Tu vois. Et quand tu as ça, tu as souvent peur, tu te dis, les autres, en fait, à 13 ans, ils développaient déjà des applications, ils codaient des jeux vidéo. Mais en fait, tu peux y arriver. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es en Afrique, on va dire tout ce qui est pratique, même au-delà de l'informatique. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, tu apprends énormément au lycée, tu as des connaissances théoriques, tu maîtrises, on va dire, les mathématiques, tu vas maîtriser les physiques, la biologie, tu vas connaître le corps humain en entier. Si on te demande de l'expliquer, tu l'expliques. Mais tu n'as jamais pratiqué. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces gens-là qui se disent, bah, OK, moi, j'ai peur quand même d'aller faire de la programmation parce que déjà sur ordinateur, je n'ai jamais eu d'ordinateur, je ne sais pas trop manipuler un ordinateur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Il faut différencier entre, OK, il ne faut pas y aller, mais le fait d'avoir peur d'y aller parce que tu ne connais pas, est-ce que ça s'explique pas? En fait, la peur s'explique. Je comprends. Cette peur, je la comprends, tu vois. Et tout le monde a peur. Je pense que nous sommes tous des êtres humains, on a tous peur. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut souvent traverser sa peur, en fait. En fait, c'est pas parce que tu n'as jamais... Si par exemple, tu peux avoir un rêve. Si mon rêve, c'est d'être la plus grande programmeuse au monde, même si je n'ai jamais eu un ordinateur, il faut que j'intègre le fait que c'est possible. Tu vois? Donc, il faut pas... En fait, moi, mon point, c'est surtout que la peur ne doit pas t'empêcher de réaliser tes rêves. Si vraiment, apprendre à programmer, c'est un de tes rêves, il ne faut pas te dire, je n'ai jamais programmé de ma vie, donc je n'y vais pas. Mais enfin, je rebondis sur ta question parce que vu que tu as eu le même parcours, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Comment on s'y prend en fait? Parce que moi, par exemple, je sais que quand je suis arrivé pour ma première année en France, j'étais parti pour faire de la biologie. Je suis arrivé en première année et je suis allé en cours. Les premiers cours, et honnêtement, il y avait une partie sur la pratique avec des microscopes, des machins, trucs pour regarder des cellules et tout. Pour moi, c'était extrêmement difficile. Et à partir du deuxième semestre, j'ai changé de formation, je suis parti sur autre chose. Mais tu vois, après, je n'étais pas passionné énormément par la biologie, etc. Donc, ce n'est pas comme si c'est un truc que je voulais vraiment faire et qu'à un moment donné, j'ai fui en me disant que bah, j'y arrive pas, allez, donc je change de formation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est confronté à cette difficulté-là dans beaucoup de filières. Dans la biologie, c'est le cas. En informatique, ça peut être le cas. Comment tu as fait pour surmonter, on va dire, ces lacunes-là? Parce que c'est quand même des lacunes quand tu arrives comparé aux autres. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas t'expliquer, Alassane, mais j'ai des facilités en programmation. Ok. À lycée, en fait, quand on programmait, j'arrivais toujours à m'en sortir. En fait, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer ça, mais quand il fallait faire des programmes, même si c'était un langage que je ne comprenais pas, même si c'était la première fois, j'arrivais à m'en sortir. Donc là, je ne peux pas l'expliquer. Et maintenant, comment est-ce qu'on arrive à surmonter cette peur? Tu as dit, tu es arrivé en salle, tu as vu la machine, ça t'a fait peur. Est-ce que réellement, la biologie, c'est ce que tu voulais faire?
Honnêtement, pas forcément. Voilà. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps. Parce que je suis arrivé, je me suis dit, OK, bah, je vais faire ça. Au début, j'ai choisi parce que je voulais vraiment venir en France. J'ai choisi ce parcours. Parce que moi, à la base, je voulais vraiment faire de la médecine, pour être honnête. Et vu que la médecine, je n'ai pas réussi à le faire au Sénégal, je me suis dit, bah, allez, quand je viens en France, je vais faire quelque chose qui ressemble à la biologie, à la médecine. J'ai choisi ça, mais ce n'est pas un truc qui me passionnait. Donc, pour moi, c'était limite facile. Mais est-ce que tu veux dire que si tu aimes vraiment, si tu es vraiment passionné par quelque chose, même si tu as peur, même si tu sens que, OK, peut-être tu as un petit retard, tu peux quand même le surmonter. C'est ce que tu es en train de dire. Et c'est un peu ça mon point. C'est que si déjà la biologie, c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, il y a des obstacles, il y a des difficultés, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est plus tu pratiques. En fait, ça sera difficile au début. Ça sera vraiment difficile. Tu prends les machines, tu vas tester. En fait, tu vas devoir faire plus que les autres. Et c'est normal parce que c'est ton rêve. Mais si par contre, ce n'est pas ton rêve, je suis OK avec toi, bah, tu peux faire autre chose, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret. Si tu vas apprendre, par exemple, comme moi, comme je disais, si tu vas apprendre à programmer, bah, programme tous les jours. Vraiment, ça doit être ton... Quand je te laisse, tu prends le petit déjeuner, après tu programmes. Et même, c'est dur. En fait, il faut commencer petit pas par petit pas. Ça me rappelle le Kaizen de... Comment il s'appelle là, celui qui a fait Kaizen? Ah, Inoxtag. Inoxtag, tu vois. Ça, c'était incroyable. Franchement, tu vois, il a décidé... Petit pas par petit pas. Tu avances. Tu vois, tu veux monter le mont Everest, tu ne l'as jamais fait. Bah, du coup, tu prends 1 an de préparation, tu te prépares. Tu ne sais pas si tu vas arriver, mais au moins, comme c'est quelque chose que tu veux réellement, progressivement, tu avances et tu y vas. Je prends juste mon cas, par exemple. Moi, par exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube, le Point Stade. À la base, Alassane, je t'assure, j'étais extrêmement timide. C'est pas le discours de motivation des personnes qui vont dire j'étais une personne timide et après. Non, ça c'est réel. Les personnes qui me connaissent savent que Natacha était la fille timide, qu'elle arrivait au milieu des personnes, elle était comme ça. Elle écoutait, bref. À la limite, tu me parles, pourquoi tu me parles, tu vois? Et maintenant, elle fait des vidéos, elle a 18 caméras. Elle a 18 caméras. Tout son appartement, c'est des caméras partout. Avec des lumières, tu vois? Et du coup, tu vois, ça c'était mon problème à moi, c'était la difficulté que j'avais, ok? J'avais des problèmes, j'avais envie d'apprendre à communiquer. J'ai commencé à travailler, tout est dit, j'ai commencé à travailler en 2019 à la Société Générale, ici à La Défense. Et mon rêve, c'était quoi? À l'époque, je vais te donner un petit secret. Le directeur, c'était Frédéric Oudéa. Il fallait que j'arrive un peu à gravir les échelons. Parce que c'est qui fait Oudéa, c'est le directeur, c'était l'ancien directeur général de la Société Générale. Je vais souvent tendance à dire à mes amis, moi, mon rêve, c'est d'arriver au poste de Frédéric Oudéa. Franchement, tu n'imagines pas, c'est monstrueux quand même. Mais juste, et je me rends compte qu'en fait, que pour atteindre ce niveau... Après, quand tu disais ça, il te disait quoi? Bon, on rigolait bien sûr. Bien sûr. Et quand tu es dans les grands groupes en général, il faut que tu apprennes à communiquer. La communication, c'est la clé en fait. Tu vois, il y a la compétence technique. Quand tu es data scientist, par exemple, tu dois connaître les mathématiques, les statistiques, le machine learning, la programmation. Mais la clé, en fait, pour avoir de l'impact dans les organisations, c'est apprendre à gérer des humains, apprendre à communiquer. Et ça, il fallait que j'apprenne ça. J'ai donc commencé à lire énormément de livres. Tu vois, ma bibliothèque, il y a des centaines de livres là-dedans. J'ai commencé à lire énormément. Et dans les livres que je lisais, on disait toujours que... C'est vrai qu'elle a, elle a une bonne bibliothèque de livres. Mais tout ça, c'est des livres de data scientist ou c'est un peu tout? C'est un peu de tout. Il y a la data science, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de psychologie. Je m'intéresse beaucoup au féminisme. Il y a beaucoup de livres qui ont parlé de féminisme et autres. C'est vrai? Ok, ça, on va en parler. C'est peut-être un sujet intéressant. Ok. Qu'est-ce que je disais? En fait, du coup, tu vois, j'ai lu beaucoup de livres. Et dans tous les livres que je lisais, un point revenait, c'est que quand tu veux réaliser n'importe quoi dans ta vie, il faut que tu passes à l'action. Si tu veux devenir très bon en data science, il faut que tu fasses des projets de data science tous les jours. Exactement. Si tu veux apprendre à communiquer, il faut que tu communiques tous les jours. Et c'est comme ça que je prends ma caméra, je crée la chaîne YouTube Le Coin Stat. Ça faisait tellement peur. Je me demande ce que mes collègues allaient penser, je me demande ce que mes managers allaient penser. Mais j'ai brisé cette barrière-là et j'ai partagé ma vidéo YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont au courant que tu fais des vidéos sur YouTube? Des collègues de travail, des gens avec qui tu travailles? Je suis très active. En fait, c'est LinkedIn, c'est le monde professionnel. Donc, LinkedIn, mes collègues sont connectés avec moi sur LinkedIn. Tout le monde le sait. Et même en entreprise, tout le monde le sait. Et justement... Et comment c'est vu? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, tu vois... Ils t'en parlent pas? Si on m'en parle, tout le monde dit c'est bien, Natacha, ce que tu fais. Tout le monde félicite ce que je fais. Mais après, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Parce que j'ai un peu la même problématique que toi. Ok. Parce que moi, j'ai ma chaîne YouTube depuis 2000,
2020 maintenant, ou 2019 même, peut-être, ouais, 4 ans. Mhm. Et franchement, au début, jusqu'à présent, si tu regardes bien pour ceux qui connaissent mon Instagram, j'ai commencé à publier des choses sur mon compte Instagram il y a une semaine. J'ai ma chaîne YouTube depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment séparer ma vie privée, c'est-à-dire le monde professionnel, moi, mes amis, etc., et YouTube. Ah, tu voulais avoir une deuxième vie en parallèle, en fait. C'est pas que je voulais avoir une deuxième vie, c'est que je ne sais pas comment ça allait être aperçu. Parce que, tu sais, sur Instagram, forcément, tu as des collègues de travail. Surtout si tu as des gens avec qui tu t'entends bien. Ok. Et sur Snap et tout, en fait, le problème avec YouTube, et ce que je faisais même parfois, c'est que parfois, je sortais des vidéos et j'avais vraiment envie que ça soit des vidéos qui marchent. Du coup, je les publie sur Instagram, en story, et je masquais tous mes collègues de travail. Et du coup, à un moment donné, bah, j'étais un jour à l'usine comme ça, tranquille, et il y a un mec qui vient me voir, qui me dit « C'est pas toi que j'ai fait sur YouTube ?» Démasqué. Je lui dis bah, « Comment ça ?» Mais franchement, ce jour-là, j'ai eu la peur de presque, enfin, je vais pas dire la peur de ma vie, mais juste, j'ai eu un stress énorme parce que je me suis dit, putain, maintenant là, c'est bon, je suis dans une usine de 700 personnes, bah, tout le monde va être au courant, je sais pas comment ça allait être vu. Mais aujourd'hui, toi, t'as pas ce... Non. Alors, en fait, moi, j'ai une philosophie de vie très, très différente, peut-être. C'est juste déjà séparation vie privée, vie pro. Moi, j'ai envie que Natacha soit une personne. Ok. Et quand tu me vois là, il faut que la personne qui me voit, je sois alignée avec mes valeurs, je sois alignée avec qui je suis, avec mes propres convictions. Et quand je travaille avec mes collègues, il faut que mes valeurs soient respectées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Oui, je vais être alignée avec moi-même. Donc, quand je partage avec LinkedIn, si mes collègues ne sont pas contents du fait que je partage sur LinkedIn, honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde, tu vois. Et je recherche des entreprises qui seront alignées avec cette valeur-là de partage. Et c'est ça qui est important pour moi. Et je veux vivre une vie où je suis alignée avec qui je suis. Donc, je ne veux pas me vivre une vie où j'ai peur de ce que les autres vont penser. Et j'ai vraiment envie... Je pense que je me suis libérée de ça. Se libérer énormément de ce que X ou Y va penser ce que je fais. Du moment où je suis convaincue que ce que je fais là est en lien avec ma mission de vie. D'accord. Ça, c'est important pour moi, c'est ça. Ben, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris au fil des années. Tu t'es dit, bah, OK, il faut vraiment que j'apprenne à être comme ça, ou bien tu as toujours été comme ça? Je dirais que c'est quelque chose que j'ai appris. C'est pas... Déjà, je pense de base, la timidité que tu as, en général, c'est parce que tu as peur de ce que les autres vont penser. C'est ça. Parce que moi, je pense que c'est vraiment partie de ça. Je pense qu'au-delà de qu'est-ce qu'ils vont penser, parce que je pense qu'ils ne vont pas penser de mal du fait que tu parles d'études. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais c'est juste le fait de se dire, OK, putain, ils vont découvrir que je fais des vidéos sur YouTube. Je suis timide, ils vont voir mes vidéos, ils vont en parler, et ils vont venir me voir, me fatiguer avec ça. Ouais, Alassane, tu fais des vidéos sur YouTube, on t'a vu. Le pire, c'est que tu sais, c'est quoi le pire? C'est quoi? C'est que tous ceux qui ont vu mes vidéos, ils sont venus, ils m'ont dit, franchement, c'est bien ce que tu fais. Tu vois? Je te promets, tous ceux qui l'ont vu, ils m'ont dit, ouais, franchement, bien, hein. Tu parles d'études, tu parles des universités, tu conseilles et tout. Franchement, c'est bien. Mais moi, c'est juste le fait là, ils savent que je fais des vidéos sur YouTube, ils vont me regarder. Maintenant, je dois faire attention à ce que je dis. Ah ouais, bah attention, je ce que tu dis. Non, mais c'est clair que ça peut faire peur au début. Ouais. Mais par exemple, moi aussi, j'avais cette peur-là au début de partager sur les réseaux qu'est-ce qu'ils vont penser. J'ai fait mon premier post sur LinkedIn. C'est un de mes amis, Cyril, qui me dit, Natacha, j'ai fait sur YouTube, comme toi en fait. Dans YouTube, il n'y a pas forcément les collègues. Ouais, c'est ça. Mon ami me dit, partage sur LinkedIn. Quand je partage sur LinkedIn, je vois l'impact que le post a eu. Je vois que les personnes qui regardent mon profil, ce sont les N+2, les N+3, les personnes qui ont du pouvoir décisionnel dans l'entreprise. En fait, ce truc te donne de la visibilité, en fait, tu vois. Donc, ce n'est que bénéfique. Même si, on va souvent parler de jalousie, des gens qui ne vont pas t'aimer. Honnêtement, moi, je n'y crois pas, personnellement. Donc, soit jaloux, soit pas jaloux. Moi, je veux vivre avec des personnes qui ont la même philosophie de vie. Je sais qu'il y a... Je ne veux pas dire que le monde, c'est le monde des bisounours, mais je veux créer justement cet espace où on s'entraîne, on progresse ensemble. Et vu que partager sur les réseaux sociaux, ça inspire des personnes, ça change la vie des gens, littéralement. Ça permet aux personnes d'avoir du travail, de comprendre c'est quoi la data science. Mais Alassane, pourquoi est-ce que je veux arrêter de faire ça? Parce que j'ai peur de mes collègues. Non, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que même moi, tous les jours, à chaque fois que je viens à Paris, je croise des gens qui me disent, qui m'arrêtent, qui me disent franchement, merci et tout. Je te suivais quand j'étais au Sénégal, je faisais des trucs. Mais je reviens juste sur un point important. Tu as beaucoup parlé de communication, sur le fait que tu étais timide, tu voulais travailler ta communication et tout.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de l'importance de savoir communiquer dans le monde professionnel. Ouais. Toi, comment tu le vois? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on peut passer outre? Tu peux te dire, bah, OK, je m'en fous, je sais pas communiquer, j'ai du mal, etc., mais c'est pas grave. Ou bien est-ce que c'est vraiment un truc à faire? C'est obligatoire. Je vais pas dire c'est Moi, obligatoire. j'ai un avis dessus. C'est quoi ton Mais avis? moi, honnêtement, j'irai pas jusqu'à dire c'est totalement obligatoire, Mhm. mais je pense que communiquer à toutes les échelles du monde professionnel, même dans la vie de façon générale, c'est quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique pour toi. Ouais. Et ça, à, à tous les niveaux, que ça soit pour négocier ton salaire, pour obtenir un poste, pour évoluer dans une entreprise, euh, même pour... C'est dans tout, en fait, parce que tu peux être data scientist, tu te dis, bah, OK, la communication, à la limite, je m'en fous. Moi, je suis dans mon bureau, je fais de l'informatique. Mais tes résultats, tu vas les présenter. Ouais. Même pour être embauché, parfois, on n'embauche pas les personnes les plus compétentes. Souvent, on n'embauche pas les personnes les plus compétentes. Non. Souvent. On Ouais. embauche les personnes qui parlent mieux. Et les personnes avec qui il y a un match. Ouais, ça, c'est sûr. ça. Ouais. C'est parce que tu vas être devant un gars lors d'un entretien, exactement le même profil, etc. Parce que maintenant, sur les CV, on ne voit pas que tu es major de la promo. On voit, à moins que tu sois le major, tu le mets, mais si, on Et s'en même fout. si tu es major en entreprise, il y a Ouais. des personnes qui vont dire tu es major, tu as un ego surdimensionné. C'est ça. On ne veut pas des personnes qui Ouais. sont trop. Mais sinon, vois. ce qui va être marqué, c'est par exemple diplômé d'INSAI, etc. Ouais. Vous avez votre CV. Ce qui fait la différence, c'est comment tu vas te vendre. Ouais. Et moi, je partage ton point de vue. Je ne veux pas dire que c'est obligatoire d'apprendre à communiquer. Rien n'est obligatoire dans la vie. Tout dépend de tes objectifs. Tout dépend du niveau, ce que tu veux. Donc, et moi, je pense que communiquer, ce n'est pas seulement dans l'entreprise, en fait. Ouais. Même dans la vie de tous les jours. Oui. Avec ses partenaires de vie, il faut apprendre à communiquer avec ses enfants. Il faut apprendre à communiquer avec ses amis. En fait, tu dois communiquer tous les jours. En fait, tous les jours, on a des exercices de communication. Communiquer, c'est apprendre à partager ce que tu penses de la meilleure manière possible. En fait, tu vois, ça, c'est tous les aspects de la vie qui est embarqué. C'est pas seulement le monde professionnel, tu vois. Donc, pour moi, déjà, pour avoir une vie épanouie, il faut apprendre à exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on pense, dire les choses de façon correcte. Et ça s'apprend. Ouais. Et en entreprise, ça ne peut qu'être bénéfique. Comme tu l'as dit, si je prends mon métier de data scientist, il y a l'aspect mathématique, l'aspect statistique, l'aspect machine learning et l'aspect programmation. Moi, je dis souvent qu'en entreprise, toutes ces compétences techniques qu'on a là nous permettent d'avoir un travail. Ça permet d'avoir le travail, ça permet de faire la tâche qu'on nous demande. Mais quand tu veux avoir de l'impact, quand tu veux atteindre un certain niveau, c'est ta capacité à communiquer qui te donne des promotions. Ah oui. Donc, si tu as le profil de personne qui veut progresser dans la hiérarchie, en fait, compétences techniques, c'est bien, mais développe davantage l'aspect communication, l'aspect travail en équipe, parce que c'est ça qui t'aide à évoluer dans la hiérarchie. Et il y a deux choses même. Moi, je sépare même les deux. Tu as l'aspect communication, le fait d'être capable de communiquer, d'expliquer ton point de vue, ton avis, tes résultats, etc. Et il y a l'aspect relationnel, qui est aussi non négligeable. Parce que, moi, je ne veux pas citer des noms, parce que c'est un poste. Mais honnêtement, je connais une personne extrêmement intelligente. D'ailleurs, elle ne fait pas peut-être data scientist, mais en tout cas, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Moi, je ne comprends plus rien sur le data scientist. J'ai l'impression que tout le monde est data scientist. Tout le monde, même toi, tu es data scientist. Oui, j'ai l'impression que tout le monde... Mais lui, justement, il faisait mathématiques, mais genre vraiment des mathématiques pures et dures. Et récemment, je l'ai entendu dire qu'il est data scientist, mais honnêtement, il a eu beaucoup de difficultés à obtenir un boulot. Je crois qu'il a dû mettre 8-9 mois pour trouver un travail. Et à chaque fois qu'on discutait, moi, c'est ce que je lui disais, franchement, mec, tu as du mal à te vendre. Tu es hyper compétent. À chaque fois que tu fais un stage, etc., et tout, ça se passe très bien. Mais à chaque fois qu'il passe en entretien, même lui, il dit qu'il a du mal, il stresse, il a du mal à parler, à se vendre, etc. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, au-delà de ça, la différence que je faisais, c'est oui, savoir se vendre. Et après, tu as le relationnel dans ton travail, etc. C'est pas juste en restant dans ton coin, etc., en faisant tes trucs. Après, peut-être toi, ton métier, c'est différent. Peut-être
tu fais plus des trucs seul qu'avec des gens, non? Pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ah ouais? Lorsqu'on est data scientist, on travaille beaucoup En avec équipe? des gens. Ok. Ouais. Déjà, c'est quoi la data science pour ceux et celles qui ne le savent pas? La data science, c'est la décision que moi j'aime donner, c'est l'art de rendre les données utiles. Ok. En utilisant mathématiques, statistiques, machine learning, programmation, capacité à communiquer et la compréhension d'un business. Ok. Et pour rendre ces données utiles-là, en fait, en général, en tant que data scientist, je travaille avec plusieurs équipes. Il y a déjà, j'ai dit rendre la donnée utile. Pour rendre la donnée utile, il faut que tu obtiennes cette donnée-là. Et la donnée, il y a des équipes qu'on appelle data engineers qui fournissent la donnée. Ok. Donc, tu vois qu'il faut que je communique avec des équipes de data engineers. Ok. Je veux rendre la donnée utile, c'est pour le business. Donc, quand je fais mes travaux, il faut que le business soit embarqué. Donc, pendant que je vais faire des analyses, je vais discuter avec des personnes qui prennent des décisions au quotidien. Je vais discuter avec les métiers qui vont implémenter la stratégie qu'on va développer, tu vois. Donc, finalement, le travail de data scientist, ce n'est jamais, au grand jamais, un travail que tu fais seul. C'est un travail qui nécessite d'avoir une vision d'ensemble de l'organisation. Par exemple, moi, je travaille en gestion de risque dans les banques. Donc, la banque, c'est très risqué. Donc, tu vois, il y a les interactions avec plusieurs métiers. C'est intéressant. Et je disais tout à l'heure qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde est data scientist. Parce que, en fait, je connais des potes informaticiens. Il y en a qui se disent qu'ils sont data scientists. J'ai un pote, il est actuellement au FMI. Il est économiste. Mais pareil, je commence à l'entendre parler beaucoup de data scientists, etc. Et je vois même parfois des data scientists qui se disent qu'ils sont ingénieurs en intelligence artificielle. Et je vois des statisticiens, j'arrive jamais à dire le mot, qui se disent data scientists. En fait, j'ai l'impression que du moment que tu fais un peu de chiffres, tu es data scientist. Du moment que tu fais du traitement de données, on peut considérer que tu es data scientist. Je ne veux pas dire ça comme ça. Du moment où ton travail, c'est de rendre les données utiles en mettant en place des techniques de machine learning. C'est ce qu'on appelle machine learning. En fait, tu as parlé tout à l'heure d'ingénieur intelligence artificielle. Encore, c'est autre chose. En fait, il y a un schéma, si on pouvait le représenter à l'écran, où il y a une grande famille IA. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est tout système qui va essayer de reproduire, je simplifie énormément, le fonctionnement de l'être humain, entre guillemets. Donc, on va donner la capacité à l'ordinateur de raisonner, entre guillemets, de résoudre des tâches comme des êtres humains. Donc, pour faire ces outils-là, par exemple, ton téléphone, ton mode connecté là, ou même ton téléphone, tu as Siri dans ton téléphone. C'est une intelligence artificielle. Quand tu veux rédiger, par exemple, un message, il y a la complétion. C'est l'intelligence artificielle qui donne tout cela. Donc, c'est l'IA. Pour faire de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs approches. L'ancienne approche, c'était l'approche avec des règles. Si le nom est Alassane, alors c'est un garçon, par exemple. Tu vois, c'est un peu les systèmes, on le connaît comme ça. Mais sauf que le machine learning apporte un autre pan de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, on va plus coder des règles de façon explicite. L'ordinateur va lui-même trouver des règles. Je simplifie beaucoup quand je dis ça. Et quand il dit lui-même trouver des règles, ça peut être quoi? Tu as vu ChatGPT? Tu utilises ChatGPT ou pas? Tous les jours. Ah, heureusement. Ceux qui ne l'utilisent pas, je ne sais pas comment ils font. Je sais pas non plus. Non, mais je te promets, je ne sais pas. Parce que moi, aujourd'hui, ça me simplifie toute ma vie. Je recherche un truc, honnêtement, si... Je vais même plus sur Google. Google, en fait, allez, j'y vais. Si... Tu sais, hier, par exemple, j'étais dans le train et je vais sur Google. Il y a le match, il y a le Sénégal qui jouait. Je cherchais, genre, je tapais sur Google Site pour regarder le match streaming, le match Sénégal et tout. J'arrivais pas à trouver, je suis allé sur ChatGPT. J'ai tapé, trouve-moi les 3 meilleurs sites de streaming illégaux. pour regarder, parce que tous les sites qui font ça, c'est des sites illégaux. Pour regarder le match du Sénégal. Et ChatGPT qui me répond, ouais, je suis désolé, je ne peux pas te donner des sites illégaux parce que c'est interdit. Et après, je referme, je lui dis, ok, bah, trouve-moi des sites qui me permettent de regarder le match gratuitement, etc. Je change le prompt, tu vois, et j'enlève le mot illégaux, mais en restant dans la même logique que je veux regarder le match gratuitement. Et il me trouve 3 sites incroyables. Qui sont illégaux. Mais qui m'ont permis quand même de regarder mon match, mais sans pour autant aller... sur toutes les pages Google, rechercher un site, ressortir, rechercher un autre truc. Je lui ai demandé juste 3 sites, il m'a trouvé 3 sites et j'ai regardé. Mais au-delà de ça, c'est une utilisation banale. Mais au-delà de ça, mais la vie de tous les jours, moi,
quasiment maintenant, tout ce que je fais, honnêtement, même au travail, donc, quand j'ai besoin d'un plan sur un sujet particulier, bah, je le mets sur ChatGPT, je lui dis, bah, fais-moi un plan sur ça. Et s'il ne comprend pas, tu rechanges, tu reformules, tu lui donnes plus d'informations et il te donne des trucs incroyables. Mais aujourd'hui, les gens, ils l'utilisent pour des trucs nuls. Ouais, comment tu vas, ChatGPT? Tu vas bien? Non. En fait, quand tu es ingénieur, du moins, Toi, c'est quoi l'utilisation que tu en fais? À ChatGPT, aujourd'hui, déjà, quand je veux coder, Ouais. aujourd'hui, je dis qu'on ne code plus. Le code, ça se conçoit et ChatGPT code pour moi. Tu vois, je conçois le code dans ma tête et ChatGPT code. Ok. Pour corriger mes codes aussi. Parfois, mais après, il fait que du Python, non? quel que soit le langage de programmation que tu veux. C++, Java, y a quoi, JavaScript, HTML, C, bref, tous les langages de programmation, ChatGPT sait coder HTML. Donc, moi, je conçois le code, il met dans le développement de mon code, SQL et autres. Parfois, quand tu codes, en fait, il y a des erreurs que tu peux commettre. L'erreur, ça peut être une virgule. Imagine-toi, dans un paragraphe, tu oublies une virgule. À l'œil nu, c'est difficile de voir. ChatGPT me permet de retrouver ça. Ok, tu lui mets, tu lui demandes l'erreur où ça se trouve, il te le retrouve. Exactement. Et un autre aspect aussi, c'est la documentation. Tu sais, parfois, quand tu codes, la bonne pratique quand tu es data scientist, c'est qu'il faut que d'autres personnes soient capables de comprendre ton code, de le lire. Je dis, ChatGPT, s'il te plaît, commente-moi ce code. Donne-moi la documentation, tu vois, ça me permet de faciliter mon travail. Et même parfois, je peux lui donner des données, comme ça. Il me fait toute l'analyse de A à Z. Et franchement, si aujourd'hui, vous n'utilisez pas ChatGPT, vous êtes en train de rater littéralement une révolution. Allez-y, après cet entretien, allez chez ChatGPT. Surtout qu'ils ont baissé le prix, je crois maintenant c'est 20 € pour avoir ChatGPT+. C'est 20 €. Franchement, c'est incroyable. Je te dis, moi, et maintenant ils ont rajouté des options. Tu peux même mettre une image et tu lui demandes de t'interpréter l'image et tout, il te l'interprète. Il peut générer des images aussi. Il peut maintenant générer des images, c'est incroyable. Tu peux même échanger, tu vois. Moi je suis nul en anglais, enfin je suis nul, j'ai un niveau B2. Mais j'ai envie d'escaler mon niveau, enfin de monter mon niveau. Mais franchement, ils ont rajouté une option qui te permet de discuter avec ChatGPT. Tu vois, même sur le téléphone aussi, quand je parle de ChatGPT, c'est plus Hello ChatGPT, s'il te plaît, il me répond. Et ChatGPT, c'est mon guide touristique. Par exemple, quand je voyage, imagine-toi, j'étais la dernière fois au Colisée en Italie, à Rome. Je ne connaissais pas forcément l'histoire du Colisée. J'étais comme ça. ChatGPT, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire du Colisée. Et il me racontait l'histoire. C'est mon guide touristique, littéralement. Donc, et pour revenir sur ChatGPT, en fait, tu vois, ChatGPT, c'est quoi? C'est tout simplement un agent conversationnel. C'est un robot qui va générer du texte, générer des images, générer des audios. Et tout ça, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning. Donc, il génère de nouvelles choses. Ça, c'est une application du métier de data scientist. Je prends le cas de la banque où je suis. Tu vois, en tant que data scientist, tu as pris un crédit bancaire ou pas? Non, ça me fait peur. Tu es musulman? Tu es musulman? Je suis musulman. C'est une question que je me pose. Enfin, là, on change de sujet complètement. On peut ne pas en parler si tu veux. Non, si, je m'en fous. Mais je discutais de ça avec un pote il n'y a pas longtemps. Parce qu'on parlait un peu d'achat et tout, etc., d'appart et tout, comment ça se passe. Bah, lui, il dit qu'il ne va jamais prendre parce qu'il s'est renseigné, il a pris sa décision. Moi, je connais des gens qui ont pris des prêts, etc. Mais moi, personnellement, au-delà du côté religieux, le prêt, ça me fait peur. Ah, d'accord. Avoir un prêt sur mon dos de 300 000 € ou 200 000 € que je dois payer sur 20 ans avec des mensualités, etc. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'attache et qui me bloque et que, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, c'est une prison dans laquelle tu te mets et que c'est peut-être faux, hein, c'est peut-être genre tu peux revendre si jamais ça se passe mal, etc. Mais est-ce que tu sais que les plus grands riches de ce monde ont des milliards de dettes? Non, mais je suis d'accord. C'est ce que je dis. Ils jouent avec l'argent. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être une interprétation totalement fausse. Parce que la plupart des multimillionnaires en immobilier, etc., c'est des gens qui sont totalement endettés. Oui, ils dorment avec les milliards de dettes et ils sont heureux dans leur vie. Mais au-delà de ça, pourquoi je parlais de crédit, c'est parce que tu vois, quand tu veux prendre un crédit en banque, il faut qu'on évalue les chances que tu rembourses ton crédit ou pas. Donc, derrière, il y a ce qu'on appelle les modèles de machine learning. On va dire, Alassane, il a une chaîne YouTube, il travaille dans tel domaine, il a tel âge, il gagne tel nombre. Il a 100 000 abonnés sur YouTube. Mais il gagne 200 € par mois. Il faut vous abonner, il faut augmenter son argent. Alors, il n'est pas risqué, on va lui donner le prêt. Tu vois? Et ça, ce sont les modèles qu'on développe en banque. Si je prends le cas de la téléphonie mobile,
tu vois, Bouygues Télécom, Orange, tu peux changer de puce quand tu veux. Tu vois, ton opérateur te dérange, par exemple, j'ai la box là, je voulais changer récemment. Tu appelles pour changer. C'est ce qu'on appelle le churn, en fait, le départ des clients chez la concurrence. Parce que tu vois que si Bouygues ne t'intéresse plus, tu as envie d'aller prendre une offre chez Orange, chez Free et autres. Donc, il faut que Bouygues développe des modèles en interne qui permettent de détecter à quel moment tu vas partir. Et ça encore, c'est du machine learning que les data scientists vont mettre en place. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on l'utilise au quotidien. Et c'est pas pourquoi est-ce que tu disais même ça. J'ai oublié, mais bon, c'est ça. L'idée, c'était de dire c'est quoi un data scientist et tu étais parti sur l'intelligence artificielle et ensuite, tu voulais. Mais moi, par exemple, dans mon boulot tous les jours, ça peut m'arriver parfois d'aller sur Excel et de faire automatiser quelques trucs et tout, mettre des trucs conditionnels. Est-ce que je suis data scientist? Ah mais non, tu n'es pas à la salle, tu n'es pas data scientist. On a trouvé un profil type de personne qui n'est pas data scientist. Non, mais parce que la data science, ça part de la donnée. Non, je rigole. Tu vois, la donnée, il faut la donner. Est-ce que tu utilises les données? Ah oui. Est-ce que tu les analyses? Tu utilises quelle technique pour les analyser? Aucune. Non, mais je les regarde. Moi, je vais sur Excel. Bah, après, oui, parfois, forcément, tu fais des extractions, tu fais des Pareto, machin, que des trucs comme ça simples. Mais c'est pas du data science, je rigole. Après, je dis pas ça pour dire que je n'ai pas data scientist. C'est juste pour dire en fait, que la data science, c'est vraiment là de rendre les données utiles en mettant en place des techniques de machine learning qui vont faire les tâches que j'ai décrites tout à l'heure, tout ce qui va être régression, classification, créer des groupes de clients, des trucs comme ça. Ok, intéressant. Et pour revenir sur ton métier, aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas le data scientist, même si tu as expliqué quand même très clairement à quoi ça correspond, mais lundi, par exemple, tu travailles? On est samedi. Ouais. Oui, je travaille lundi, oui. Tu arrives à 8 h au boulot, c'est quoi ton quotidien jusqu'à 16 h? Que fait un data scientist sur une journée? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive au bureau déjà à 9 h. En général, ça dépend. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Oui. Ça dépend. Par moi, je travaille en banque et quand je fais mes modèles dont je te parlais, par exemple, le modèle qui permet de déterminer si tu rembourses ton crédit ou pas, il y a des phases où je dois faire des analyses. Ça peut être que j'arrive le matin, il y a des analyses à faire, je commence par faire ces analyses parce que je dois les livrer. Parfois, je peux avoir des réunions. La réunion, ça peut avec qui? Avec les data engineers parce qu'il y a tel problème sur telle donnée. Donc, il faut qu'on discute ensemble pour voir comment est-ce qu'on corrige ce problème-là. Donc, c'est une réunion avec data engineering. Ça peut être une réunion avec mon équipe. Je t'ai dit qu'on travaille en équipe. Il y a souvent des systèmes où il y a... Par exemple, je suis consultante aujourd'hui, je fais des réunions avec mes clients où on va donner un peu l'évolution des projets, on va un peu donner les nouveautés. Ça peut être aussi des réunions avec l'équipe qui est chargée de valider ce que je fais. Parce que la banque, c'est très risqué. Quand je développe un modèle, il faut que on se rassure que le modèle est de qualité, ça respecte la réglementation de la BCE, Banque Centrale Européenne. Ça respecte les standards statistiques mathématiques. Donc, il y a une équipe indépendante qui va voir tout ce que j'ai fait, vérifier que j'ai respecté toutes les réglementations. Donc, on aura des discussions avec ces équipes-là qui vont me poser des questions, je vais répondre. Et parfois, ensuite, il y a un parti de travail où je vais implémenter les réponses. Tu vois, c'est un peu les travaux que je fais au quotidien. C'est intéressant. Bon, on va revenir après sur son parcours, mais je me suis rappelé, en fait, je me suis dit qu'on a parlé beaucoup de communication, mais à aucun moment on a conseillé, on va dire, sur comment apprendre à communiquer, à part le fait, toi, tu as utilisé ta chaîne YouTube pour le faire. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu vois d'autres manières d'apprendre, on va dire, à communiquer pour quelqu'un qui se dit, bah, OK, ils ont dit dans le post, ça fait quand même 30 minutes qu'ils ont dit que c'était important de savoir communiquer, mais comment j'apprends à communiquer? Je vois que tu lis beaucoup. Est-ce que la lecture aussi, c'est une façon d'apprendre ou bien tu ne le mets pas dedans? Pour moi, la lecture, c'est aussi une façon d'apprendre. Parce que dans la lecture, tu apprends des tips. Il y a d'ailleurs un des livres de référence qu'on recommande dans le domaine de la communication. Comment se faire des amis? Comment se faire des amis de Ce livre, je l'ai lu 2 fois. Voilà. C'est génial, n'est-ce pas? C'est incroyable. Franchement, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y, foncez. Donc, il te donne, dans le livre, tu as des techniques. Déjà, savoir qu'il faut retenir le prénom des gens. Déjà, savoir que les personnes, en général, tout le monde pense qu'il a raison. Donc, quand je discute avec toi, tu penses que tu as raison. Moi, je pense que j'ai raison. Donc, ça ne sert à rien de blesser. Il faut chercher plutôt à amener l'autre, à poser des questions, écouter. Tu vois, tout ça, ce sont les techniques que tu apprends dans les livres, en fait, tu vois. Et dans la lecture, c'est très important. Deuxième astuce, pour moi, c'est passer à l'action. Moi, par exemple, un truc que je fais, c'est que je discute souvent avec je prends par exemple des taxis, et en général, je ne connais pas la personne qui conduit. Je crée la communication avec elle. Je discute avec la personne.
Et c'est en discutant avec des personnes que je ne connais pas, ça me permet d'être à l'aise dans les situations où je ne connais pas la personne. Aussi, si vous ne voulez pas faire des chaînes YouTube comme toi et moi, bah, vous pouvez parler avec votre téléphone. Le fait de s'enregistrer, en fait, voir comment est-ce que vous... Les gens ont souvent peur de sa voix. Je ne sais pas si toi, tu avais peur de ta voix avant. Si, un peu quand même. On a peur Par de son exemple, image. Image, t'as dit ou voix? Voix et image, les deux. Beaucoup de personnes ont peur de voir l'image qu'elles renvoient. Elles ont peur de s'écouter. Moi, c'était mon cas. Moi, je ne m'écoute pas. Donc, attends, tu vas pas écouter ce podcast. Franchement, parfois je l'écoute une fois et même quand je l'écoute, tu vois, je reste loin en mode. J'ai du mal à m'écouter. Et comment tu fais pour faire la chaîne YouTube sans t'écouter? Je sais pas. Tu montes tes vidéos au début? Bah, je monte. Jusqu'à présent, je monte mes vidéos. Hein. Mais tu Parfois sur t'écoutes des du trucs. coup, quand tu montes? Si, je m'écoute. Mais je veux dire, en fait, le fait de. Je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, revoir mes vidéos, c'est rare. Ok. Par exemple, je publie, ça part, c'est fini. Genre, bon, ça oui, ça c'est normal. Mais il veut dire, les gens ont peur justement de s'enregistrer parce qu'elles ont peur de s'écouter, de se voir. Ah oui, à ce niveau-là. C'est plus à ce niveau-là que je dis ça. Donc, ça peut être une astuce. Donc, pratiquer. Il n'y a pas de secret. Dans tout ce que vous voulez faire, si vous souhaitez apprendre, il faut pratiquer. Vous voulez apprendre les mathématiques, faites des exercices. Vous voulez apprendre à communiquer, faites des exercices. Il y a des exercices où tu mets le stylo ici, tu apprends à articuler. Tu vois, tout ça, ça permet de progresser. Mais le livre, franchement, comment se faire des amis, lisez-le. Moi, ce livre, honnêtement, j'ai pas envie de dire que ça a changé ma vie, c'est peut-être un peu trop. Mais ça m'a appris, c'est exactement le même exemple que tu viens de donner. C'est que moi, de toute ma vie, j'ai toujours été connu, en tout cas par mon entourage, comme la personne qui n'accepte jamais d'avoir tort. J'ai toujours été comme ça. Tu me dis quelque chose, franchement, je suis même capable de faire des recherches, d'apprendre le truc, le maîtriser et revenir te dire t'as tort. J'ai raison. Et même dans des discussions, après ça aussi, c'est dur. Enfin, je suis quelqu'un quand même qui, tu vois, je regarde beaucoup, je lis aussi beaucoup. Et j'ai pas envie de dire que j'ai une bonne culture générale, mais je connais beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Et il y a très peu de sujets où je suis complètement largué, j'y connais rien du tout. Genre, à chaque fois, j'ai une petite idée. Et du coup, tu es un peu opiniâtre en fait. C'est ça, à chaque fois, je donne un peu mon niveau, mon avis sur ça. Et le livre, en fait, il m'a appris que, tu vois, parfois, tu penses tout connaître, mais parfois, il faut savoir aussi écouter les gens et apprendre des autres. Et ça, c'est important. Et franchement, maintenant, tu vois, je discute avec quelqu'un, il dit quelque chose, dans ma tête, je me dis, oh, il a tort et tout, c'est pas vrai. Genre, ok, non, c'est pas ça. Mais par contre, je le laisse parler, je le laisse s'exprimer, etc. Et à la limite, parfois, à la fin de la conversation, tu te dis, bah, ok, là, il avait raison. Mais je n'ai plus cette barrière-là de dire, bah, ok, j'ai forcément raison et que bah, je dois tout faire pour avoir raison. Et aussi, sur ce sujet-là, tu vois, la clé de la communication, c'est l'écouter de l'autre aussi. Et moi aussi, j'ai une philosophie où je dis, personne n'a tort, personne n'a raison. En fait, c'est plus une question d'histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de l'autre? Tu sais pourquoi est-ce qu'il... C'est ça. En fait, si je te dis quelque chose, même si pour toi c'est faux, mais si tu écoutes mon histoire, tu sais d'où je viens, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Et c'est le fait de comprendre pourquoi est-ce que je fais cette chose, ça crée la connexion. Et c'est grâce à cette connexion-là qu'on peut justement trouver un terrain d'entente, un moyen de se comprendre, tu vois. Ce que tu viens de dire là, ça me rappelle une discussion avec un collègue. Une discussion un peu bizarre. On parlait de... Putain, on parlait de quoi? On parlait de... Ouais, justement, en fait, lui, il est pas religieux, on va dire. Il est athée, du coup. Moi, je suis religieux, on va dire. Et on parlait un peu de la vie après la mort. Bizarre. Et je lui disais qu'en fait, moi, j'ai la foi parce que j'ai du mal à comprendre le fait que, bah, tu vois, des tueurs en série, etc., des gens qui tuent, des assassins, des meurtriers, etc. Pour moi, ces gens-là, ils doivent payer un jour. Ils ne peuvent pas juste mourir et ensuite c'est fini, etc. Il me dit, d'après toi, ces gens, ils sont mauvais. Voilà. J'ai dit, oui, bah, c'est des tueurs, c'est des pédophiles, c'est des meurtriers, etc. Ils sont mauvais, ils doivent payer. Et après, il commence à m'expliquer que bah, pas forcément, tu ne connais pas leur histoire, pourquoi ils n'en font pas. Il n'y a personne qui aime tuer. Genre, fondamentalement, il n'y a personne qui va dire bah, je tue, je prends du plaisir à tuer, etc. Et donc, forcément, quand tu dis, bah, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe dans ta tête qui fait que bah, tu passes à l'acte. Exactement. Donc, en fait, c'est cette chose-là que toi, tu dois comprendre. Et sur ce sujet-là, il disait aussi à un de mes amis, un jour on discutait, je lui ai dit en fait que si un jour tu vas dans le métro, une personne te gifle, qu'est-ce que tu vas te dire?
Est-ce que tu vas te fâcher, tu vas t'énerver parce que la personne t'a giflé? Mais non, parce que peut-être la personne, hier soir, elle n'a pas mangé. Peut-être sa personne, depuis qu'elle est toute petite, ses parents, elle n'a pas grandi avec ses parents, tu vois. Il y a des circonstances de la vie qui te poussent à faire des actes. Et du coup, c'est cohérent avec son histoire. Ouais, et c'est quand tu comprends l'histoire que tu arrives justement à créer la relation avec des personnes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Oui, c'est ça. Je dis juste que parfois, il y a des situations où il y a un contexte qu'il faut comprendre. Et c'est quand tu comprends ce contexte-là que tu arrives à communiquer avec des gens. Parce que moi, cette histoire, honnêtement, ce qu'il m'a dit là, ce jour-là, ça m'a fait un tic. Je me suis dit, putain, il n'a pas tort. Ah oui. Tu n'as pas dit que quelqu'un va là en fait parce que. Parce qu'il a tué. Je n'ai pas dit que. Je ne vais pas tuer, mais oui. Parce qu'il a volé, par exemple. Tu ne sais pas pourquoi il vole. Peut-être tout petit, il n'a pas d'argent, il a gagné dans le milieu où. Peut-être le vol, c'est une de ses valeurs. Je vais très loin. Mais peut-être, tu vois, moi, je suis fière de partager parce que je vois en ça. Quelque chose pour contribuer à un monde meilleur. Peut-être pour lui aussi, dans sa psychologie, voler, ça rend le monde meilleur. J'en sais rien. Là, je dis vraiment n'importe quoi. C'est parce que je dis qu'en fonction de la situation dans laquelle tu as vécu, il y a des actes que tu poses qui sont cohérents avec ton histoire. Et parfois même, oui, cohérent dans le sens, même parfois, ça peut être juste des conséquences même que tu ne maîtrises plus, des choses que tu ne maîtrises plus que tu fais. Tu as dit tout à l'heure, en début d'entretien, que tu es formateur, youtubeuse, freelance, etc. Tu as beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, tu te considères quoi, en fait? Je me considère comme Natacha Ndjongwa. Ouais, mais t'es quoi? T'es entrepreneur, t'es salarié, t'es quoi? Comment tu vois ton monde professionnel? Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Tu te considères comme entrepreneur? Pas que je me considère, je suis entrepreneur. Ouais, mais il y en a qui disent, je vais me mettre à la place des gens qui regardent. Mais tu as dit aussi que tu es salarié, non? Non, je ne suis pas salarié, je suis plus salarié. J'ai quitté le salariat, ça fait déjà bientôt 2 ans. Ok. Bah, ok. Ce qu'on va faire, c'est on va parler de ton parcours. Ça va être plus intéressant pour que les gens comprennent, parce que même moi, là, je suis perdu. Donc, déjà, tu es de quelle origine? Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu étais quel type d'étudiant? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils t'écoutent, ils se disent, putain, franchement, elle a un parcours intéressant, elle est data scientist, elle travaille dans une banque, elle est millionnaire. Millionnaire? Ah, j'aimerais être millionnaire. Écoute, en France, il faut 1 euro parce que... t'es peut-être milliardaire en France, c'est pas. J'aimerais être millionnaire, ça oui, 1 euro. Mais, et du coup, les gens, ils se disent qu'elle devait être extrêmement intelligente et que moi, je ne vais jamais atteindre son niveau. Ça, c'est des gens qui sont comme ça. C'est 1% de la population et que ce n'est pas la peine. Genre, tu étais quel type d'étudiant et d'élève? Alors déjà, mon parcours, moi, je suis d'origine camerounaise. J'ai fréquenté au Cameroun toute ma scolarité. Quel type d'étudiant? Je vais diviser le continent. Le continent, exactement. Et non le condiment. On va pas faire le débat ici. Ils sont trop incroyables, les Camerounais. Ouais, et dans la data, tu vois les influenceurs LinkedIn. Ah ouais? Il y a beaucoup de Camerounais. C'est vrai? Ouais. Kevin Rosamond, Willis Nana, il y en a tellement. Ah, je connais pas. Il faut... tu es sur LinkedIn ou pas? Si, je suis, mais tu vois, quand tu es dans un domaine, très souvent, tu as ces personnes-là que tu vois. Moi, je vois beaucoup de gens industriels. Ah, d'accord. On vient dans le monde de la data, tu vas voir les Camerounais. Donc, comme je disais, je viens du Cameroun. Et quel type d'étudiante j'étais? Moi, j'ai eu plusieurs phases, ok? Je vais te diviser en 3 phases. La première phase, c'est de la maternelle jusqu'au moins 1. Là, je m'en sortais plutôt bien, je travaillais bien. Donc, j'ai sauté plusieurs classes là. Et au moins 1, je ne sais pas si au Sénégal, vous avez ça. Le cours moyen 2, est-ce que tu connais ça? Cours moyen 2. Non. Ah, ok, en fait, la dernière classe du primaire, c'est quoi chez vous? Ah, c'est CM2. CM2. Ouais. T'as dit quoi là? Cours moyen 2. Ah, putain, excuse-moi. Non, c'est qu'on n'a pas l'habitude de les citer. Mais c'est ça. Du coup, moi, je n'ai pas fait le CM2 parce que je m'en sortais plutôt bien au primaire. Je suis allée en 6e. Deuxième phase de ma scolarité. De 6e en seconde. Franchement, là, je faisais le minimum. Littéralement. Au collège? Ouais, au collège. Mais j'ai l'impression que tout le monde à cette étape-là, je ne sais pas si c'est l'adolescence ou quoi. Peut-être. Je discutais aussi. J'ai fait une émission sur Play il n'y a pas longtemps, pareil, mais le gars, il me disait exactement la même chose. C'est que début de collège, j'ai l'impression que tout le monde... Avec le recul, peut-être c'était l'adolescence, mais peut-être à cette époque-là, je ne le voyais pas comme ça. Mais alors que moi, c'est le contraire un peu mieux. Ah, toi, c'est le contraire, ok. Ouais. Mais moi, de 6e en seconde, je faisais le strict minimum. Je n'étudiais pas du tout. J'étudiais à la veille. Et j'avais 10 de moyenne. 10, tu vois, le genre 10-0-0 là, qui te permet d'aller en classe supérieure. Mais sauf qu'en seconde, j'ai changé d'école, je suis allée au lycée.
Et ça, le minimum que je faisais ne suffisait plus. Ok. Donc, au lieu d'avoir 10,00, j'ai eu 9,89 pour la première fois de ma vie. J'ai fait, oh my God. Ah ouais. Et cette année-là, Ça dans t'a mon réveillé. lycée, on a dit, en fait, si tu n'as pas 10,00, tu ne passes pas en classe supérieure. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai dû redoubler la seconde. Non. Je te jure. La mathématique, c'est coefficient 6. Donc, il me manquait 1 point en maths pour avoir 10 de moyenne. Ok. Ah oui, bah oui. Et là, franchement, c'était un cours que j'ai reçu. Je me rappelle, j'ai pleuré quand je rentrais chez moi. Je ne voulais même pas rentrer chez moi déjà. Je pleurais. Le premier jour de la rentrée, et j'ai dû redoubler la seconde parce que je ne travaillais pas. Je me rappelle le premier jour, il y a un de mes amis, il s'appelle Nathan. Je vois, il était, tu vois, le premier jour, quand tu fais en seconde, avec toi, seconde, si tu mets le gros Bah C oui, là, ouais. si ton équipe au lycée. Enfin, on n'a pas ça, mais oui, nous, il y a le fait que tu rentres au lycée et que Ouais, bah, tu as obtenu ton BFM. Tu vois, il était trop content, je me rappelle en seconde C. Et moi, la pauvre Natacha, je me rappelle très bien de cette scène, j'étais tellement triste. Et au point où en salle, je ne parlais presque avec personne parce que je ne disais même pas aux gens que j'avais redoublé en fait, parce que je me sentais mal, je me sentais un peu. Tu l'assumais pas trop, genre. Je n'assumais pas l'échec. Ouais. Je pense que jusqu'à même à l'université, je n'assumais pas cet échec. Ouais. Je n'assumais pas le fait que j'ai échoué, j'ai redoublé. Et je me sentais tellement mal, j'étais à l'écart. Autour de moi, les personnes qui étaient là, c'était des personnes bosseuses, ils bossaient énormément. Et c'est là où j'ai encore repris le rythme, j'ai commencé à travailler. Ok. Et là, c'était plus des étudiantes qui lisaient ses cours, qui faisaient beaucoup d'exercices, qui avaient un bon niveau à l'école. Donc, Ok. et ça, Et quand tu as échoué, en fait, tu trouvais que tu n'avais pas le niveau ou bien c'est juste parce que tu n'étudiais pas? Je pense que c'est pas... Aujourd'hui, moi, j'ai une vision où je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas le niveau. Donc, c'est parce que je n'étudiais pas. Tu penses? Ouais, ça, c'est ma conviction personnelle. Ouais. En fait, je pense qu'on a peut-être des facilités. Ouais, je pense quand même. Il y a des facilités. Peut-être j'ai des facilités à faire les mathématiques. Mais je pense que si tu donnes suffisamment de temps et que tu pratiques régulièrement, tu peux apprendre. Je suis d'accord. Donc, j'avais 9,89 et j'arrive en seconde. Je donne le contexte au Cameroun, quand tu as 12 de moyenne. À mon époque, c'était énorme. Attention. Au lycée, au Cameroun, quand tu avais 12 de moyenne, c'était énorme. Donc, j'avais 12 de moyenne. Au bac, j'ai 15 de moyenne. J'insiste encore, à mon époque, c'était énorme. Je sais qu'ici en France, 15, c'est moyen. Non, mais en France, ça nous rend... Mais au Sénégal, en terminale, tu as 12, 13 de moyenne, c'est énorme. Hein? Ah. Parce que déjà 12 de moyenne, tu as la mention assez bien, ouais. En terminale. Et mention assez bien au Sénégal, au bac, c'est énorme. Ouais. Du coup, au bac, j'avais la mention bien. J'avais 15. Donc, je vois, j'ai progressé. Et j'ai intégré l'ICIA. L'ICIA, c'est quand même un concours qui est assez exigeant. Il faut... Ok, tu l'as intégré juste après le bac? Après le bac, j'ai fait ce qu'on appelle au Cameroun les classes scientifiques spéciales. Okay. En gros, c'est une année où tu prépares les concours des écoles au Cameroun. Un peu comme la prépa en France. Pas vraiment la prépa, parce que après la prépa, tu pars en école d'ingénieur et tu continues. Ouais. Alors que l'ICIA, c'est une année. Ok. Même la classe scientifique, c'est une année où tu prépares uniquement les concours. Tu vois. Ah ouais, ce n'est pas vraiment la première année, c'est entre les deux, on va dire ça. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Ensuite, j'ai préparé le concours de l'ICIA. J'ai eu. Pour donner le contexte, en fait, avant, moi, je voulais faire informatique. Je voulais faire Polytechnique du Cameroun. Ok. J'ai fait le concours, mais je n'ai pas eu. Je suis allée en classe scientifique. Il y a une de mes amies qui s'appelle Bénédicte, qui, elle, rêvait faire l'ICIA. Moi, je ne connaissais pas c'est quoi l'ICIA. Je me renseigne, je vais sur une école de statistique. Il y a la bourse, on fait les mathématiques. Et comme j'aime les mathématiques, on te donne, je crois que j'avais eu 1,4 million la première année, on te donne 1,4 million. Ah ouais? En plus, je te jure. Non. Sérieux? Sérieux? Étudiant 1,4 million, c'est énorme. Après, il y a la bourse, il y a la bourse pour l'ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur. Il y a la bourse pour l'année, c'était ça, 800 000 et 600 000. Donc, je me dis, mais forcément, il faut aller dans cette école, tu vois. Okay. Donc, c'est comme ça que je rentre à l'ICIA. Et après 4 ans à l'ICIA, j'ai fait mes stages à Freeland First Bank. C'est l'une des banques au Cameroun. Je découvre l'ENSAI pendant mes études à l'ICIA. J'étais très intéressée par la programmation et aussi par l'application de la data science en finance. Raison pour laquelle j'ai rejoint la France en 2017 et je fais l'ENSAI pendant 2 ans. Voilà. J'ai mon diplôme d'ingénieur de l'ENSAI. Okay. J'ai fait des stages à la Société Générale. Donc, pendant mes stages à la Société Générale, je suis embauchée à la Société Générale en tant que data scientist, toujours analyste quantitatif. Et comme je te disais, moi, je voulais j'étais carriériste, je voulais progresser dans la hiérarchie. Mais sauf que je ne voyais pas forcément au quotidien l'impact que j'ai autour de moi. Je suis très gravée par l'impact que j'ai. Je décide de démissionner. De la Société Générale? Oui, après 2 ans, oui. C'est quand même une très grosse banque pour ceux qui ne connaissent pas. Bah oui. Tu as décidé quand même de démissionner? Oui, j'ai démissionné de la Société Générale parce que... Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce truc-là de « Ok, je démissionne ». C'est juste parce que tu voulais changer ou ça te plaisait pas ce que tu faisais?
En fait, Ou bien c'est le salariat qui te dérangeait, c'est quoi? je veux pas dire que c'est le salariat qui me dérangeait parce que moi, j'étais carriériste. Ouais. C'était plus, en fait, je travaillais sur des projets. Il faut savoir que dans les grands groupes en général, ce sont des projets long terme. Ouais. Je ne vois pas forcément l'impact de ce que je faisais au Ouais, quotidien. d'accord, ok. J'avais aussi le sentiment d'avoir déjà fait le tour parce que j'étais sur un poste où je faisais beaucoup de choses en même temps. J'avais besoin de voir d'autres choses. Ok, Donc, d'accord. raison pour laquelle je décide de démissionner et je vais en conseil. Je ne sais pas si tu connais EY. Non, je crois pas. C'est Ernst Young. Il y a ce qu'on appelle les Ça s'écrit comment? EW, EY, EY. Ah si, ça me parle. Ok, c'est une boîte de Peut-être conseil. ça me parle, oui, ça me parle. Ah, c'est un logo vert, c'est pas vert le logo? C'est jaune, je ne sais plus c'est quoi la couleur ok. du logo. Mais c'est ceux qui connaissent les Big Four, les 4 plus grosses boîtes de conseil au monde. Il y a EY, KPMG, Deloitte, Price, PwC. Ok. Bon, c'est les boîtes de conseil. Ouais, PwC, je connais. Ouais, c'est EY, c'est un peu dans la même logique. Donc, je rejoins EY et là, je fais 3 mois. J'ai démissionné encore. Non. Je te jure. Et là, c'était quoi la raison? En fait, la raison, c'était... En fait, chez EY, chez Société Générale, tu vois, j'avais une vision 360. Parce qu'en 3 mois, quand même, t'as pas le temps même de t'installer. Oui, tu n'as même pas le temps de connaître tes collègues, non. Bah oui. Ouais, c'était quoi la raison? En fait, c'est juste que quand j'étais en banque, en fait, j'étais en interne. Donc, j'aime être force de proposition. J'aime voir comment ça se passe. J'étais sur plusieurs sujets en même temps. Quand j'arrive chez EY, je fais une mission qui ne correspondait pas forcément avec mes compétences, tu vois. Ok, Une oui, mission. ok, La mission, parce que quand tu es consultant, en gros, tu as une mission, tu vas chez les clients. ok. J'étais chez BNP, par exemple. Tu vas chez les clients, tu réalises des tâches. Ouais. Mais sauf que la tâche que je réalisais ne correspondait pas forcément à ce que je voulais. souhaitais faire à ce moment. Raison pour laquelle, et j'avais compris, en fait, il y a pas mal de points sur le conseil. Je ne comprenais pas forcément le conseil avant, j'ai compris ce que c'était le conseil. Ça ne matchait pas forcément à ce que je voulais. Ça, c'est le problème aussi avec beaucoup de boîtes de conseil. C'est que, je ne sais pas si c'est le cas dans le domaine du data, mais même dans les autres domaines, parfois, ils t'embauchent sur projet. Bah, si tu t'embauches sur projet, ça va encore à la limite, parce que tu connais le projet avant d'y aller. Mais parfois, ils font des embauches sur profil. Et après, ils te donnent des missions. Si tu ne veux pas y aller, c'est compliqué. Tu ne peux pas trop choisir parce qu'à un moment donné, tu commences à être trop dans la période intercontrat. Et ça les plaît pas trop. Et parfois, ils te forcent même la main pour que tu ailles faire des choses que tu n'apprécies pas trop. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Mais la mission que j'avais ne correspondait pas exactement à ce que je faisais. Alors, je voulais. Par exemple, laquelle j'ai quitté rapidement, EY. Et je suis allée chez HSBC. Est-ce que tu connais HSBC? La banque suisse? Banque anglaise. Ah, c'est anglais? Ah, oui. C'est anglaise et aussi hongkongais. Je ne sais pas si c'est hongkongais, mais c'est anglaise en gros. Donc, je vais chez HSBC et là, je pense que c'était plus une crise où j'avais besoin de... En fait, je me reconnaissais plus dans le monde de l'entreprise. Mais là aussi, ça te plaisait pas ce que tu faisais aussi? Pour HSBC? C'est vrai? Ouais. Ah bah donc toi, ton problème, c'était pas que l'émission. Mon problème, c'était pas que l'émission, c'est pas mon problème. Avec le recul, je pense que mon problème, c'est que le monde du salarié, en fait, ne me correspondait pas forcément. Okay. Et mon rêve, en fait, c'était d'aller chez Google. Parce que j'étais très drivé innovation, très drivé tech. Je voulais révolutionner le monde et tout. Donc, comme je voyais que HSBC, c'était pas forcément ce que je voulais, j'ai commencé à me renseigner chez Google pour voir si je peux intégrer Google. J'ai contacté un des anciens de mon école, l'Intaï, qui est à Google, à Zurich. On a discuté ensemble. Il m'a dit que Google, c'est trop bien. Depuis qu'il est chez Google, c'est vraiment où il a vu l'impact qu'il a dans son travail. Je me suis dit, trop bien, je vais là chez Google. J'ai commencé à faire... Il m'a parrainé. Parce que pour aller chez Google, tu peux être parrainé. Il m'a parrainé pour que j'intègre Google. Pendant l'entretien, j'ai vu un poste chez Google qui se trouve à Paris. Je passe l'entretien. Mais après l'entretien, on me dit en fait que le cours, c'était pendant le Covid. Non, c'était en 2022 ou 2021, je ne sais même plus. C'était la période où la tech licenciait beaucoup. Ah oui, ok, d'accord. Là, ils me disent que le poste était fermé. Je dis, oh, bah, c'est ok. Et sur Internet, je me rends compte, en fait, il y a une analyse que je fais, je me rends compte que beaucoup de personnes qui vont chez Google, démissionnent au bout de 2 ans pour créer leur entreprise. Ok. Et j'ai eu une réflexion en interne qui m'a dit, mais Natacha, tu rêves d'aller chez Google. Ceux qui sont chez Google démissionnent pour créer leur entreprise. Est-ce que vraiment, tu vas t'épanouir là-bas? Oui, mais est-ce que c'est un manque d'épanouissement ou bien est-ce que c'est juste parce qu'ils y vont pour avoir 2 ans d'expérience dans une très grosse boîte de la tech et ensuite ils volent de leurs propres ailes? Est-ce que c'est pas plutôt ça? Après, ça c'est individuel, je ne peux pas généraliser. Mais là, c'était la réflexion que j'avais. Et comme je ne savais plus où je voulais partir, je ne savais plus si je voulais faire BNP, Société Générale, EY, j'ai décidé de me mettre... Parce que pourquoi d'ailleurs uniquement la banque? J'ai l'impression. Ouais, Google peut-être c'est... Google, c'était le chiffre que je voulais faire. Mais finalement, j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, je vais aller nulle part. Je vais être freelance.
En attendant, en fait, pour moi, freelance, si j'avais la possibilité de faire l'année sabbatique, j'allais le faire. Mais pour moi, freelancing, c'était mon année sabbatique. Et finalement, j'aime bien cette année sabbatique et je vais continuer à être freelance, tu vois. Et c'est quoi un freelance? En fait, un freelance, moi, j'ai pas envie de me définir comme freelance, je suis entrepreneur. Un freelance, en fait, c'est une personne qui va échanger son temps, son expérience, sa connaissance contre une rémunération. En gros, par exemple, tu as une entreprise, imagine ta chaîne YouTube, c'est une entreprise, tu as besoin d'une personne qui analyse tes données. Tu me contactes, moi, Natacha Freelance, et je t'aide à faire cette tâche-là, et toi, tu me payes en fonction du travail que j'ai fait. Mais on n'a pas un contrat de salarié, c'est plus, tu es mon client, et je fais une prestation de service avec toi. C'est un peu, tu vois les boîtes de conseil. C'est un peu comme si moi, je suis une boîte de conseil, mais je travaille seule, tu vois. C'est ça, je comprends. être freelance. Et c'est pas... Parce que là, c'est toi qui vas aller chercher tes contrats, contrairement à dans une boîte de conseil où c'est la boîte qui va aller chercher tes contrats. Exactement, c'est ça. Quand tu es freelance, en fait, tu dois chercher toi-même tes propres missions, tu dois toi-même développer ton canal d'adresse, tu dois toi-même... En fait, tu es très autonome dans ce que tu fais. Et avec du recul, est-ce que tu es content? Est-ce que tu te dis que c'est difficile, c'est compliqué? C'était peut-être plus simple de rester en conseil? À côté. Ou bien est-ce que tu aimes vraiment actuellement? Honnêtement, j'aime vraiment ce que je fais. Honnêtement, je ne me vois plus pas être salarié d'ici tout, en tout cas. J'aime vraiment... le fait pourquoi est-ce que j'aime le freelancing? Déjà, la liberté. Je pense que j'aime trop être autonome. J'aime être libre. Et le freelancing me donne un peu cette liberté-là, tu vois. Un peu parce qu'il y a toujours le client. Tu dois toujours... il y a toujours la personne. J'ai l'impression quand même que tu as changé complètement de manière de voir. Comment ça? Bon, au début, tu étais vraiment carriériste. Tu voulais être le directeur de je sais pas quoi. Parce que être carriériste, c'est le contraire de la liberté quand même. Parce que tu deviens directeur, tu as des responsabilités, etc. Et maintenant, tu es complètement de l'autre côté. Ouais. Tu as envie de liberté, tu as envie de... J'ai envie de liberté, j'ai envie de pouvoir travailler de chez moi, j'ai envie de prendre mes vacances quand je veux, j'ai envie de disposer de mon temps comme je le souhaite. Et c'est ce que je veux, tu vois. Et ça avec le freelancing, tu vois. Et ce qui est aussi bien avec le freelancing, c'est que, tu vois, quand tu es salarié, tu deviens un peu une freelance. Quand tu fais salarié à la fin du mois, à la fin de l'année, tu vas voir ton manager, tu dis, j'ai bien travaillé cette année, il me faut une augmentation. On te donne 2%, tu dis, 2%, t'es content. Tu es malheureux toute l'année. Alors qu'en freelance, Natacha est responsable de combien elle gagne, tu vois. Et ça, j'adore. Il n'y a plus d'évaluation de fin d'année. Vraiment, ça, j'aime beaucoup cet aspect où c'est moi qui dirige un peu la trajectoire que je veux donner à mon entreprise. Je peux travailler avec d'autres personnes, mais j'aime ce fait où il n'y a plus d'évaluation. Je définis mes objectifs. Mon objectif, par exemple, je lance une formation, j'accompagne les personnes, je fais des vidéos YouTube, les personnes apprennent, je fais les missions de mes clients, mon client est satisfait. Et c'est tout. Et je vis ma vie. Et j'attends que mon manager me promeut. Je serai peut-être promu demain, après-demain. Peut-être dans 10 ans, je serai ceci. Non, dans 10 ans, peut-être la chaîne... Tu vois, c'est plus le programme, en fait. L'année prochaine, j'aurai tel chiffre d'affaires. Je vais développer tel business. Tu vois, c'est plus dans le développement. C'est qu'en fait, tu es dans le développement permanent, en fait. C'est ça. Contrairement à quand tu es salarié où ton développement, c'est juste combien de 0,5% je peux avoir de plus l'année prochaine. Je ne vais pas réduire le salariat à ça quand même. Parce qu'il y a de ça, mais le salariat, ce n'est pas que ça. Oui, mais je veux dire, je suis d'accord. Mais je veux dire, tu es dans une boîte. Honnêtement, oui, peut-être tu vas vouloir quand même que la boîte reste en vie, gagne un peu d'argent. Mais tu n'es pas dans l'optique que j'aimerais bien que la boîte devienne... la licorne. Je sais pas. Après, c'est différent parce que... Ça dépend je pense que si tu es dans une start-up, etc., tu peux avoir une vision différente. Même dans le start-up, tu peux avoir une vision différente. En fait, ça dépend de toi, de ton implication dans la boîte. C'est vrai qu'en tant que salarié, tu n'as pas forcément ce sentiment de... Oui, c'est ça. Il faut que je fasse en sorte que la boîte atteigne un niveau. Alors que là, il faut vraiment que LDA Advisory, qui est l'entreprise que j'ai créée, atteigne un certain niveau. Il faut que l'année prochaine... Tu vois, il y a sauf si tes intérêts sont liés à ceux de la boîte. À ceux de la boîte, Et ça, c'est rarement le cas, sauf si tu es actionnaire ou je ne sais quoi. Mais sinon, il n'y a que ton salaire qui dépend. Et après, quand tu es carriériste, généralement, tu fais tout pour que la boîte progresse, tu vois. Donc, ça dépend aussi de toi, ton mindset dans la boîte. En fait, moi, je pense que du moment où tu es aligné avec tes propres valeurs, c'est le plus important. Si toi, tu te dis, je suis salarié, je fais ce pourquoi est-ce qu'on me paye et je rentre chez moi, fine. Si tu te dis, je veux faire en sorte que la boîte progresse. Et le plus important, c'est que tout le monde trouve son compte. Ça, c'est ma vision. Non, mais après, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que, moi, en fait, quand je dis ça, en fait, peut-être ma vision est différente parce que je suis vraiment dans des boîtes qui, je pense, qui ont déjà atteint leur maximum.
et du coup, qui ne sont plus dans l'idée de, tu vois, veux des de coups sur la vie. scaler, grandir, etc. Moi, je travaille dans une usine, tu vois, des usines, etc. Bah, souvent, ils ont atteint leur maximum de production. La seule chose qu'ils peuvent faire en plus, c'est par exemple, tu passes de 180 000 tonnes de ce que tu fais à, allez, 190 000 tonnes. Ok. Mais tu n'es pas dans le truc de, ouais, on va devenir le leader mondial dans ce domaine. Ils ne sont pas dans la stratégie de je vais développer une autre usine Non, c'est là-bas, ça. une autre. Non, Ok. c'est Non, je vois. Non, c'est clairement. ça. Non, c'est ça, en fait. Être entrepreneur, c'est ça que je recherche, la liberté. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si je comprends bien, tu as 3 activités. Ouais. Tu as ton activité de freelance, tu as ta chaîne YouTube, et ensuite, tu as la vente de formation. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus entre les 3? En fait, les 3 sont liés. Parce Oui, que freelance, mais c'est des activités différentes, je trouve. bah, les 3 sont liés. C'est le cœur de mon. En fait, les 3 sont liés. Freelance, Ouais. j'accompagne les banques, j'accompagne les entreprises dans tout ce qui va être promouvoir la donnée, rendre utile la donnée. Le coin start, je vulgarise le monde de la donnée, je partage mes expériences, je partage mon quotidien, je partage ma vision du monde. Et formation, j'accompagne des personnes à devenir data scientist. Tu vois que finalement, c'est 3 activités qui sont liées. Donc, qu'est-ce qui me plaît le plus? S'il fallait choisir. Moi, c'est plus, enfin, pour t'expliquer, pour que tu puisses répondre. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est lié, mais avec des publics différents et avec la manière de le faire différente. Parce que accompagner des entreprises, tu es quand même en contact avec des entreprises, des grosses boîtes, etc. Et que le contact n'est pas pareil. Et quand tu fais une formation à un étudiant qui veut devenir data scientist, que tu vas accompagner, et de l'autre côté, tu as le fait, bah, OK, YouTube, même si peut-être, oui, tes élèves viennent de YouTube, mais pour moi, YouTube, c'est aussi un truc à part où, OK, tu allumes ta caméra, tu prends le plaisir de venir te dire, bah, je m'installe, je travaille sur mon sujet que je dois aborder en vidéo, j'allume la caméra, je mets mes trucs, etc. Et ensuite, bah, je commence à parler. Pour moi, oui, c'est tout lié au final, mais quand même avec des manières de le faire différentes. Il y a forcément un qui te plaît. Est-ce que ce qui te plaît le plus, c'est échanger avec des entreprises, etc., les accompagner, ou bien c'est accompagner un étudiant à grandir et à devenir data scientist, ou bien c'est de partager, parler Ce qui me plaît le plus, je dirais, déjà la chaîne YouTube, j'ai lancé le podcast. Le podcast où je vais à la rencontre des professionnels qui ont de l'impact dans le monde de la data. Donc, tu vois, j'intègre les entreprises. Les étudiants que je forme, ce sont des professionnels en général qui veulent comprendre le monde de la data. Qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime partager, en fait. Et j'aime aussi enseigner. C'est le partage. C'est le partage et l'enseignement. Je pense s'il fallait choisir, je dirais que j'aime le plus enseigner et partager. Voilà. C'est intéressant. Formé. Et pour revenir, du coup, on va revenir quand même sur un sujet que tout le monde veut, la question, parce que tu es entrepreneur. Tu étais salarié dans un confort salarial. Confort salarial, oui. Où tous les mois, tu reçois un salaire fixe, tu connais ton salaire, etc. Tu sais combien tu gagnes. Aujourd'hui, en tant que freelance, ce n'est plus pareil. Je veux dire, ton salaire peut fluctuer énormément en fonction des vidéos que tu fais, en fonction des formations que tu vas faire, en fonction des clients que tu vas signer. Est-ce que si tu devais mettre les deux sur la même balance, tu vas être comme ça ou bien tu vas être comme ça? Les deux. Si c'est salariat ici. Et là, c'est toutes tes activités. Sur le plan financier uniquement ou pas? Sur le plan financier? Oui. Salarié ici, moi, je pense que freelance est quelque part là. Non. Si. Ah ouais? Bah oui. Genre, c'est quoi les... Si, en fait, certes, il y a la Léa, mais par exemple, pour te donner un peu un ordre d'idée, en tant que freelance, je gagne en 1 an ce que je pourrais gagner en 3 ans en tant que salarié. Non. Si. Sérieux? Quand je dis je gagne, c'est en termes de chiffre d'affaires brut. Oui, en section. Après, le net, on pourra en débattre, mais littéralement, c'est ça. Et ça c'est la partie freelance. Mais il y a la partie formation que j'ai commencé à lancer. Bon, YouTube, ça ne me paye pas du tout, donc je ne compte même pas ça dans mes revenus. Moi. Non, clairement, c'est ça. Si, après, YouTube, ça paye, ça te donne 200 balles par mois, ça va. Mais 200 balles, Non, je regarde. La caméra, ça coûte cher. La lumière, l'assistant, le monteur vidéo. Fais gaffe parce que les gens en Afrique, ils vont te dire 200 balles, tu fous, 120 000 francs CFA, c'est énorme. Non, le niveau de vie n'est pas le même. Oui, c'est d'accord. C'est pas le même, non. On peut pas comparer. Seulement la caméra, ça coûte plus de 2 000 €. Tu vois, 1 an de YouTube ne paye pas ta caméra. Non, voilà. Donc, en fait, YouTube, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que. C'est pas financé, ça ne rapporte pas forcément de l'argent. Ce qui rapporte, c'est plus la formation que j'ai lancée, l'activité de freelance que j'ai fait. C'est ça qui me permet justement de faire gagner la chaîne YouTube. Et comme je disais, tout est lié.
quand je fais la mission, ça me permet de monter en compétence, de comprendre les besoins de l'entreprise et d'adapter mes formations aussi en conséquence. Tu vois. Mais ouais, 3 fois plus, c'est quand même énorme. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour un étudiant qui veut faire data scientist, c'est quoi les ordres de grandeur en termes de salaire pour quelqu'un qui veut faire ce type de métier en sortie d'école? En sortie d'école, c'est pas ceux qui te suivent sont principalement où? Bah, il y en a un peu tout. Pas tout. Bah, en sortie d'école ici en France. En France, ouais. Ça dépend de l'école. Je vais déjà te donner les chiffres de mon école à moi. Ceux qui ont fait mon école, ils peuvent être entre 45 000 euros et même plus de 50 000 euros. Non, en brut, oui. Au début de carrière. À Paris, en Ile-de-France. Ouais, c'est des chiffres hauts quand même. Oui, en France, c'est un chiffre haut. Et ça, c'est la partie fixe. Et quand tu travailles en banque comme moi, au-delà du chiffre de salaire fixe que je te donné là, il y a aussi ce qu'on appelle le salaire variable, qui peut être 10%, un peu plus de 10 à 20% de ton salaire fixe. Tu vois, tu peux avoir 50 000 euros plus 10 000 euros ça fait plus de 60 000 euros au début de carrière. Ça, c'est pour les personnes qui ont mon profil. Mais en moins, je dirais 45 000 euros, 40 à 50 000 euros, c'est une fourchette de l'âge pour le début de carrière. Voilà. Ouais, c'est des fourchettes hautes quand même. Parce qu'en France, aujourd'hui, la moyenne sortie d'école d'ingénieur, on est vers les 36 000. Ah oui? Ouais. Ok. Bon, toute activité confondue. Oui, forcément, il y a des domaines, enfin, tout domaine confondu, je voulais dire. Il y a des domaines qui payent mieux. Je sais que les gens qui sont sortis de finance ou qui travaillent dans le monde financier. La banque, c'est autre chose. La banque, c'est un truc de fou. Et après, oui. Non, mais ceux qui font le domaine de data science, clairement, ce sont des métiers qui sont quand même bien payés. Et quand je travaille en banque, c'est aussi bien payé. Quand je travaille dans les grosses entreprises de la tech comme Google, Amazon, c'est encore un autre niveau de rémunération. Donc, c'est plutôt bien payé, je trouve. C'est intéressant. Mais ouais, et est-ce qu'aujourd'hui, freelance, tu le conseilles à des gens qui c'est quoi, on va dire, tes conseils? Est-ce que tu te dis, bah, ok, tu sors de l'école, parce que je pense que les gens, en t'écoutant, ils vont tout de suite se dire, bah, ok, moi, dès que je sors de l'école, bah, je vais me lancer en freelance, ou bien bah, je vais faire ça maintenant. Est-ce qu'il y a un niveau d'expérience que tu conseilles? Par exemple, dire, bah, ok, allez, après 5 ans d'expérience, tu peux le lancer, après 2 ans d'expérience, ou en sortie d'école, tu peux le faire. Est-ce que... En fait, pour être freelance en général, quelque chose que tu fais, le plus important, c'est que tu sois capable de savoir quelle est la valeur que j'apporte à une entreprise. Il faut que l'entreprise voit ces valeurs-là aussi. Il faut que toi, bah oui, il ne faut pas juste être capable de les donner. Non, en fait, il faut que ça se voit. En fait, tu vois, en entrepreneuriat, en fait, il y a une règle simple. Pour gagner de l'argent, il faut que l'argent que tu gagnes est à la hauteur de la valeur que tu apportes, en général. Donc, plus tu apportes de la valeur, en théorie, plus tu gagnes de l'argent. Donc, en tant que si je veux être freelance, je dois être conscient de la valeur que j'apporte. Donc, je dois maximiser la valeur que j'apporte en entreprise. Ça veut dire quoi? Si une personne qui étudie encore, il y a des personnes qui sont étudiées et qui sont freelance en parallèle. J'ai vu une interview récemment, il est sur Upwork, Fiverr. Il commence déjà à faire ses missions de freelance en parallèle, tu vois. Donc, moi, j'ai pas d'école. Je ne veux pas dire que j'ai pas de... Pour moi, il faut juste avoir l'expérience, avoir des projets solides que tu peux revendre. Je connais des personnes qui sortent de l'école et deviennent freelance. Ils créent leur boîte. J'en connais. Ouais? Ils ont créé leur boîte. Ils n'ont jamais travaillé pour quelqu'un. Et ils sont freelance. Donc, si vous avez ce profil-là, pourquoi pas? Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience, moi, je dis souvent que l'entreprise, c'est être salarié, c'est être payé pour apprendre un travail. C'est ça. Donc, tu vas te former. Pareil, moi, c'est comme ça aussi que je le vois. Donc, tu vas te former dans une entreprise, on te paye, c'est pas trop 40 000, 50 000 euros. Tu te formes et quand tu es prêt, tu vas en freelance. Ouais, c'est ça. À la limite, tu t'en fous du salaire que tu touches. Ouais, c'est ça. Mais juste le temps d'apprendre. Exactement. Et ok. Bon, après, est-ce que tu vois, par exemple, beaucoup de... Parce qu'il y a quand même le risque de passer en freelance et ensuite d'avoir beaucoup de difficultés à trouver des contrats. Est-ce que tu as déjà vu beaucoup de gens qui sont partis en freelance et qui ont galéré, qui sont retrouvés dans des situations compliquées et qui étaient obligés de retourner en salariat? Dans le domaine de la data, honnêtement, proche de moi, je n'ai pas vu. Peut-être ça existe, peut-être ça existe, mais je n'en ai pas vu. C'est un risque justement que tu as quand tu es freelance. Par exemple, aujourd'hui, ma mission peut s'arrêter. Bah, du coup, tu fais comment? Et c'est pour ça que moi, je dis souvent que quand tu es freelance, en fait, il ne faut pas que tes revenus dépendent uniquement du freelancing. Quand tu es entrepreneur, moi, aujourd'hui, un de mes objectifs, c'est que l'activité de freelance représente 30% de mes revenus. Ok. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut développer d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, tu l'estimes à combien? C'est quoi? C'est presque 70% même, tu vois. C'est énorme, c'est trop élevé. Bah, 70%, déjà, c'est pas mal. C'est énorme. Je veux dire... Même 80%, il dit 80%, on va dire. Tu vois, c'est énorme. Donc, il faut que ça représente 30%.
Et pour ça, il faut avoir d'autres activités en parallèle. Peut-être, par exemple, là, j'ai commencé à créer une académie de formation où j'accompagne des personnes. Ça peut être des partenariats. J'ai lancé un podcast. S'il y a des personnes qui veulent être des partenariats avec les marques, ça peut être des conférences. Donc, tu vois, il y a d'autres activités que je développe en parallèle pour ne pas dépendre de cela. De telle sorte que si un jour ma mission s'arrête, je change de focus, tu vois, et je me focus sur autre chose. Et il faut savoir qu'en France, on est très bien accompagné en tant qu'entrepreneur. C'est un système où tu ne vas jamais quitter il ne va jamais tomber, il ne va pas dire jamais, mais c'est difficile de tomber à zéro parce qu'il y a des aides sociales, il y a Pôle emploi, il y a... mais est-ce que c'est pareil? Parce qu'on a un public étranger pas mal. Est-ce que c'est pareil pour un Français et pour un étranger? Est-ce que c'est la même chose? Ici, en France, oui, c'est la même chose. Quand tu as déjà travaillé, en fait, tu as Pôle emploi. En France, travaille aujourd'hui. Donc, quand tu as cotisé pendant un certain nombre d'années, donc tu ne vas pas forcément redescendre à zéro, entre guillemets. Et en t'écoutant, il y a une question qui me vient en tête. Je sens deux choses. C'est que tu aimes l'argent. Ah, j'adore l'argent. Et aussi, tu es très ambitieuse. Genre, c'est quoi le côté qui te drive le plus? Est-ce que tu es plus drivé par j'ai envie de faire énormément d'argent, j'ai envie d'atteindre le million ou bien le milliard, j'en sais rien. Peut-être le milliard, c'est un autre niveau. Ou bien est-ce que tu es plus dans le j'ai envie de créer une grosse boîte où on reconnaît Natacha, où à chaque fois on voit ça, on dit ça c'est Natacha, etc. C'est quoi qui te drive le plus entre les deux? Ah, tu as dit, est-ce que au niveau de l'argent, j'ai envie de quand même te raconter une histoire. Est-ce que j'aime l'argent? J'ai envie de te donner ma relation avec l'argent aujourd'hui et son évolution. Parce que c'est un sujet tabou, ça, en Afrique. Pardon? C'est un sujet tabou, ça, en Afrique. En fait, aujourd'hui, je ne veux plus que ce soit tabou parce que moi aussi, j'estimais que l'argent, c'était un sujet tabou. Raison pour laquelle je n'hésite pas à donner les chiffres, en fait. Parce que j'estime qu'on vit dans un monde où on cache... En fait, l'argent, pour moi, c'est un objet. L'argent, c'est un moyen d'acheter cette caméra. C'est juste un moyen, finalement. Ce n'est pas forcément le but. Et en entreprise, il y a des gens... Par moi, une règle que j'avais, quand j'ai commencé à travailler, c'est qu'il faut que je donne mon salaire à mes camarades. Pourquoi? Parce que partager l'information te permet aussi de savoir... Parce que tu pourrais ça, tu crois que tu es bien payé, alors que derrière, tu es mal payé. Mais pour te raconter mon relation avec l'argent, en fait, au début, je me disais que l'argent, c'était pas important. Le plus important, c'est le travail bien fait. Le plus important, c'est d'avoir l'impact. J'ai commencé à travailler. Je ne négociais même pas mon salaire. Première démission, je peux t'assurer que ce que j'ai gagné en démissionnaire n'était pas plus élevé que ce que j'ai gagné en restant. Mais j'ai quand même démissionné. Parce que j'avais cette relation avec l'argent où je me disais que ce n'était pas important. Ouais, tu te disais que t'en foutais. Et je m'en fous de l'argent et tout. Mais sauf que je me rends compte de plus en plus compte qu'en fait, on vit dans une société où l'argent, par exemple, moi je viens d'une famille où mon père n'avait pas forcément beaucoup d'argent. L'argent peut permettre de soigner ma famille. L'argent peut me permettre de m'acheter une belle maison. L'argent peut me permettre de faire en sorte que mes frères et sœurs soient contents. Du coup, oui, je veux avoir de l'argent. Oui, j'aime l'argent. C'est pas mauvais d'aimer l'argent d'ailleurs. Il faut même le dire. En fait, c'est pas mauvais de dire j'aime l'argent. En fait, il y a rien de mal à ça. Pourquoi? Parce que c'est juste un moyen qui permet de faire certaines choses, mais c'est pas le but ultime de ma vie. Le but, ce que je veux, c'est juste... T'es croyante? Ah, bonne question. J'avoue que c'est un sujet... Avant, je vais dire non. Je n'ai pas envie de dire non, mais je suis obligée de dire non. Croyante, on croit toujours en quelque chose, donc je te dirais oui. Mais croire en Dieu, peut-être... Avant, j'étais chrétienne, aujourd'hui, peut-être pas, tu vois. Bref, moi, je suis en oui, est-ce que je suis croyante ou pas? J'en sais rien. Non, mais je pose la question parce que... J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je t'ai posé la question. Parce que quand tu parlais, il y a des choses qui me venaient en tête. Vas-y. Mais je me rappelle plus. C'est juste qu'en fait, quand tu es croyant, même si ça ne veut rien dire, hein, c'est peut-être une vision complètement fausse, mais tu vois, il y a ce truc-là de... En tout cas, je parle pour le Sénégal, c'est peut-être pas pareil, mais il y a ce truc-là de... même si tu as l'argent et que le reste, etc., ça, tu vois, l'argent n'est pas le truc le plus important, il faut être bon, faut être... tu vois, ça j'ai grandi dans un milieu religieux, j'allais à l'église. Est-ce que c'était un peu comme ça ou pas du tout? C'est comme ça, en fait. Ça, je comprends très bien. En fait, c'est juste, le plus important, c'est le cœur. Même si tu peux, c'est mieux vaut être pauvre. C'est ça, d'avoir un bon cœur. Tu vois, dans la religion, on a tellement... comment dire ça? À la limite, je préfère être pauvre et être heureuse. Comment tu peux être pauvre et heureuse? C'est pas compatible, en fait. En fait, quand tu es pauvre, tu peux pas te soigner. Tu peux manger correctement, tu peux pas... Il y a tellement de choses que tu peux pas faire. Donc, tu vois, pour moi, l'argent, aujourd'hui, c'est juste un moyen
de payer ces choses-là. C'est ça. Mais ce n'est pas le but. Je ne dis pas que quand je dis j'aime l'argent, ce n'est pas le sens où je vis pour avoir beaucoup d'argent. Non, Ok. je vis tous les jours pour être heureuse au quotidien. Ok. Et l'argent, c'est un moyen pour donner le bonheur autour de moi. C'est tout. Ok. Voilà, c'est un moyen. Et du coup, c'est quoi qui te drive le plus? Du coup, c'est l'argent? Non, je ne veux pas dire c'est l'argent, non. Je dis non. Je veux gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le driver. Ouais. Le driver, c'est l'impact que j'ai autour de moi, comme je Ok. disais. C'est ça qui Moi, ce que t'intéresse. j'aime voir, c'est pas mes frères et sœurs. En fait, j'aime voir mes proches Heureux. heureux. Ça, c'est... Et j'aime être heureuse aussi, tu vois. Et c'est ça ce qui me drive. J'aime voir l'impact. Par exemple, quand je fais des vidéos YouTube et une personne me dit, Natacha, grâce à cette vidéo, j'ai compris telle chose. Franchement, je suis tellement contente parce que c'est ça, en fait, qui me drive, moi. C'est ça. pas tant l'argent, en fait. Je peux avoir beaucoup d'argent. Je suis contente d'avoir cet argent parce que ça me permet justement de faire ce que je t'ai dit par ailleurs. Mais ce qui me drive, c'est vraiment l'impact que j'ai autour de moi. Ça, c'est intéressant. Tu peux avoir de l'argent et avoir de l'impact, donc. C'est pas si facilement avoir l'impact sans avoir l'argent. Ouais. Et j'ai une question qui est liée à ça que j'aime poser Ouais. à tout le monde. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? Réussir. Bonne question, parce que c'est une réflexion que j'ai eue récemment. En fait, aujourd'hui, pour moi, réussir, c'est être capable de te parler comme ça et être en accord avec moi-même. Ça montre en fait que j'ai déjà libéré beaucoup de fardeaux. Pour moi, réussir, c'est tout simplement chaque matin me lever et faire mes travaux avec la plus grande énergie possible. Même que ce n'est pas l'énergie, en fait. Par exemple, je publie tous les jours sur LinkedIn. Pour moi, me lever le matin, faire ma publication sur LinkedIn, c'est la réussite. Pour moi, réussir, c'est voir ma petite sœur m'appeler et me dire, Natacha, j'ai passé une très belle journée. Pour moi, c'est la réussite. Pour moi, réussir, c'est un abonné qui me rencontre dans la rue et me dit, Natacha, franchement, ta vidéo sur les Camins, là, grâce à toi, j'ai fini mon projet. Pour moi, c'est ça la réussite. Donc, réussir, c'est réaliser les choses en quoi de croire, être aligné à mes valeurs et vivre ma vie tous les jours comme je l'espère. Ça, c'est pour moi la réussite. Ok. Donc, si tu fais tout ça et que tu habites dans un 9 mètres carrés, etc., bah, tu es tranquille, tout le monde est content, tu penses que tu as réussi? Bah oui. Si dans le 9 mètres carrés, j'arrive justement, que tout le monde est content, tout le monde est en santé, tout le monde peut faire ce qu'il veut, pour moi, c'est réussi. Ok. En fait, le 9 mètres carrés, ce n'est pas le critère de réussite. Ok. Le critère de réussite, c'est être aligné avec qui je suis. Donc c'est pas forcément de l'argent, en fait? Non. Ok. Je t'ai dit, l'argent, c'est un moyen. Ok. C'est ce que je disais sur le premier podcast que j'ai fait. Je disais qu'en fait, pour moi, la réussite, enfin, je vais le répéter peut-être, mais en fait, c'est des étapes. Ouais. Tu te fixes une première étape, tu l'atteins, tu considères que tu as réussi, ensuite tu te fixes une autre étape, etc., petit à petit. Mais jamais tu vas te dire, bon, ok, j'ai atteint le goal final, etc. De toute façon, dès que tu atteins un objectif, là, tu vas avoir d'autres. Tu peux avoir d'autres, beaucoup plus grands. Ça augmente toujours. L'être humain, c'est un intermédiaire insatisfait. Quand tu étais en terminale, tu voulais avoir ton baccalauréat, tu l'as eu. Après, tu as voulu avoir ton diplôme d'ingénieur, tu l'as eu. Tu as voulu avoir ton CDI, tu l'as eu. Et ça tu as voulu avoir 100 000 abonnés, tu l'as eu. Et maintenant, peut-être tu vas avoir le million et tu l'auras, tu vois. Et je te le souhaite en tout cas. Non, mais il faut prendre l'exemple d'Elon Musk, Jeff Bezos, c'est des multimilliardaires, mais ils continuent toujours. Ils ne s'arrêtent pas. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as réussi? Bah oui. Ok. Aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, tu es content? Très contente. Tu es contente? Bah oui. Ok. Très contente parce que j'ai déjà réalisé beaucoup de choses. J'ai réussi à me libérer. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche. Ouais. C'est qu'est-ce que tu fais encore en France? Qu'est-ce que je fais encore en France? Bonne question. Qu'est-ce que je fais encore en France? Moi, je considère que tu as... Et qu'est-ce que toi tu fais en France? C'est une bonne question. Je me pose aussi. Vas-y, je t'ai coupé, désolé. Tu as beaucoup d'expérience, tu as travaillé dans des grosses banques. Tu as des compétences qui sont très, très, très nécessaires, en tout cas au Cameroun, par exemple. Je pense que tu serais utile à l'Afrique. Est-ce que tu as des... Je ne dirais pas pourquoi, c'était une question provocatrice quand je dis qu'est-ce que tu fais encore en France. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as une vision pour l'Afrique? Est-ce que tu as des idées pour l'Afrique? Est-ce que tu as des projets pour l'Afrique? Ou bien est-ce que toi-même, tu te vois là-bas dans un court, moyen ou long terme? Ou bien est-ce que tu te vois aller... j'aime bien la France, je suis bien installé. Je pense que peut-être je vais investir en Afrique, mais je vivrai toute ma vie en France. Bah, je viens d'Afrique, donc forcément, j'ai une pensée pour l'Afrique tout le temps. Je rentre voir mes parents chaque année pour les saluer au minima. Donc, est-ce que je fais encore en France? Tous les ans en France? Oui, au Cameroun, oui. Okay. Je fais des fois de rentrer pour saluer ma famille.
Qu'est-ce que fait encore en France? Bon, je vais te donner un peu ma philosophie parce qu'il y a le dynamique de retour au pays. Retour au pays, beaucoup. C'est très important de rentrer au pays. Mais je vais Tu dire... penses? Pardon? Tu penses que c'est très important? Si c'est aligné avec toi, tes rêves, tes objectifs, Ouais. c'est important. En fait, je dis, moi, je suis dans une dynamique où je pense que chacun doit réaliser ses propres rêves. Ok. Si ton rêve, à l'instant, c'est de rentrer au Sénégal, rentre au Sénégal. Ok. Il faut pas faire les choses parce que ça résonne en toi, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, ma vision, elle est un peu différente du discours de retourner au pays. Ok. Je veux te raconter la scène qui Ça, c'est intéressant. tu vois. C'est pas que je veux pas retourner au pays, Ah oui. mais ma vision est un peu différente. Ma vision, c'est que, tu vois, quand on arrive ici en tant qu'étranger, on a souvent cette vision qu'on aura seulement de l'impact en Afrique. Mm. On vient ici, on dit, je prends le maximum et je m'en vais impacter mon continent parce qu'ici, ce sera difficile. Mm. Ici, on ne rêve pas grand. Moi, ma vision, c'est plutôt, partout où je suis, quel que soit le milieu dans lequel je me trouve, il faut que je donne le maximum pour atteindre mes objectifs. Tu vois, donc tu peux être en France et impacter l'Afrique. Tu peux être en Afrique et impacter l'Afrique. Et moi, mon rêve aujourd'hui, c'est, déjà le projet que j'ai, c'est mettre un peu plus en avant le fait qu'en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine, on peut réussir dans la tech. Et c'est ça mon ambition, tu vois. Ok. Et en créant justement un canal technologie de Coinstat qui montre la voie des possibles, qui montre... parce que ouvrir donner l'information aux gens, franchement, ça débloque beaucoup de choses. Et c'est un projet qui me tient à cœur, que je développe ici. Ok. C'est possible de le développer au Cameroun. Mais pour l'instant, je suis en France. Je me sens bien en France. Donc, Ok. voilà. En fait, toi, tu vois plus les choses dans le sens d'impacter les gens, Voilà, c'est ça. d'impacter les Africains sur leur futur, sur C'est comment ça. eux aussi ils peuvent avoir un impact dans le monde, que forcément... Je ne suis pas de discours dont on va rentrer chez nous, c'est parce qu'on est chez nous qu'on sera plus fort. Ouais. C'est pas forcément ça, en fait. Ok. Ce discours, c'est vrai, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi vrai que tu peux impacter en étant en Europe. Ok. Je veux pas pousser le truc jusqu'au bout. Tu peux, vas-y. Mais il y a des gens, j'ai sorti un player il y a pas longtemps avec un gars. J'ai fait exprès. D'ailleurs, je lui ai mis mal ambassadeur. Ouais. Parce que j'ai pris un extrait où il disait que... qu'est-ce qu'il disait? En gros, il disait que... Je lui ai posé la question de est-ce que un étudiant africain qui a eu tout le financement de ses études jusqu'au bac en Afrique, qui vient en France, qui étudie en France et ensuite qui reste en France, qui vit en France, qui a toute sa vie, qui s'installe, qui est tranquille et qui ne retourne pas au pays, est-ce que ce n'est pas un échec? C'était ça ma question. Sa réponse, c'était dans le sens, ok, un étudiant qui quitte l'Afrique pour venir en France, c'est pas son pays qui l'a amené, c'est lui-même, ses convictions, sa famille, etc. Et j'ai coupé là la vidéo. Ah. Et qu'il a fait son choix, etc. J'ai coupé là la vidéo, je l'ai postée. Et ce que j'ai retenu de cette séquence-là, même si après, bon, dans la vidéo, il s'est expliqué, mais ce que j'ai retenu dans cette vidéo-là, c'est que dans les commentaires, la section commentaires, c'est énormément emballé. Dans le sens où, oui, ça, c'est des gens, ils ne vont pas développer l'Afrique, ils ne vont jamais rentrer, parce que pourtant, c'est leur pays qui a payé leurs études, etc. Ils devraient rentrer, participer au développement de leur pays, etc. Mais en fait, pour moi, participer au pays, ce n'est pas seulement en rentrant. Tu vois, on prend seulement une solution, on met en avant une seule solution. Pour moi, ce n'est pas seulement en rentrant. Ouais. C'est pas la seule Je suis solution. d'accord. Mais parfois, tu peux rentrer même. Mais le retour, même parfois, ça peut avoir moins d'impact que quand tu es à l'étranger. Tu vois. Donc, je pense qu'on peut aussi... On peut rentrer au pays. Si toi, tu as vraiment cette fibre où tu veux rentrer, tu vas rentrer. Mais on peut aussi impacter. Déjà, est-ce que c'est un échec? Je dirais pas forcément, en fait, tu vois. C'est vrai qu'on a une problématique, bien sûr, en Afrique, on a la problématique des fuites de cerveau. Quand beaucoup de talents partent, ils restent. Ça, c'est très vrai, c'est une vraie problématique qu'on a. Mais est-ce que c'est un échec? Il faut aussi voir comment est-ce que la personne s'implique dans l'évolution de l'Afrique. Je pense qu'il y a plusieurs façons. Est-ce qu'Alain Foka, par exemple, il est en Afrique? Qui ça? Alain Foka. Je vois pas. Ah, il a fait des émissions. Mais il y a pas mal de personnes comme ça qui font des travaux qui impactent l'Afrique parce qu'ils se battent pour l'Afrique. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin seulement de dire ouais, je suis d'accord. Je rentre au pays. Physiquement, tu n'es pas obligé d'être. Et même, il y a des gens qui sont physiquement, ils détruisent l'Afrique, la corruption. C'est plutôt les Africains qui sont en Afrique qui corrompent le pays, en fait. C'est eux qui volent, en fait. C'est pas ce qui sont en Europe. Donc, il y a des gens qui sont en Afrique tous les jours, mais ils
puis les richesses. Ok. Et tu vas me dire qu'eux, ils sont plus impactants que ceux qui sont restés en France. Je ne suis pas sûre, Alassane. C'est pas sûr. Non, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, ok, donc toi, le retour au pays aujourd'hui, c'est pas dans en tout cas, c'est pas à court ni moyen terme. C'est pas à court terme. Ok. À moyen terme peut-être, à long terme peut-être, mais à court terme, c'est pas dans les projets, non. Ok, intéressant. On va arriver vers la fin. J'ai une question que je voulais poser depuis le début, que je n'ai pas posée. Est-ce que pour réussir dans un domaine, peu importe, data scientist ou autre, est-ce que tu penses qu'on est obligé d'être passionné? Bonne question. Ça pose la question de la passion qu'on a tous et toutes. Est-ce qu'il faut être passionné? Parce que toi, je sens que tu es passionné. Est-ce que j'étais passionnée avant? Je sais pas. Non. Non. Et c'est vrai que je vais te partager ma philosophie par rapport à la passion. C'est qu'en général, tu vois, c'est un peu comme, comment dire, je vais dire un peu comme l'amour. Quand tu vois dans les films, tu crois que c'est toujours romancé, c'est toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Pour moi, la passion vient avec la pratique. La passion vient parce que j'ai tellement fait la data science, qu'on m'a tellement dit que je suis très très performante là-dessus, que finalement je commence à aimer ce truc, en fait, tu vois. Et pour moi, c'est la passion, ça vient en pratiquant. Okay. Au début, tu n'es pas forcément passionné, c'est parce que tu as fait tellement d'heures à faire ces choses, tu es devenu tellement excellent dans ça, que finalement tu commences à être passionné. C'est un peu comme, je vais te raconter un peu, une phrase d'un livre que j'ai lu, Le Petit Prince. Il y a le renard et le petit prince qui discutent. Il voit une fleur, tu vois, une fleur. Et il arrosait sa fleur tous les jours. Et finalement, la fleur est morte. Le petit prince ne comprenait pas pourquoi est-ce que le renard était autant attaché à cette fleur-là. Ce qu'il a répondu, cette phrase qui m'a tellement marqué, c'est que, en fait, l'essentiel n'est pas visible à l'œil nu. Pour toi, ça, c'est juste une fleur. Mais toi, tu ne vois pas le temps que j'ai passé à arroser la fleur pour qu'elle soit toujours fraîche. Okay. Et c'est la même chose avec la passion. Et c'est parce que tu as créé la relation là avec cette fleur qui fait en sorte que tu aimes tellement cette fleur. Et même chose, j'ai tellement passé du temps à faire la data science, à faire des projets, que finalement, ça devient comme mon petit bébé, entre guillemets, que je chéris tout le temps. Et finalement, on dit que je suis passionnée. Mais à la base, je ne l'étais pas. D'accord. Et c'est souvent... Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre ce que je développe là, il y a un livre qui l'explique très bien. J'oublie le livre quand je parle, je vais te donner ça après. J'oublie le titre. Mais il y a un livre, justement, qui m'a fait comprendre, en fait. Parce qu'il y a aussi une phase de la vie où je te dis, tu cherches un peu ce que tu veux faire. Tu ne trouves pas forcément, tu n'es pas épanoui. Tu ne trouves pas forcément ce que tu as envie de faire. Mais en général, tu vois, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai démissionné. Et pour moi, le fait d'avoir démissionné, c'est justement parce que tu es en mouvement, je prends encore le thème être en mouvement, que tu trouves réellement ce qui te fait vraiment vibrer. Donc la passion vient en pratiquant, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Ouais, mais... Pourquoi tu attends le mais? Parce que tu as dit je suis d'accord, mais... Non, c'est juste que ça revient au même débat du début. Parfois, c'est la peur de l'inconnu. C'est, ok, bah, ça a l'air intéressant et tout, mais je ne connais pas, etc. Est-ce que je ne risque pas d'échouer? Je suis dans mon salariat, je suis dans mon confort. Est-ce que si je démissionne, ça risque pas d'être compliqué ailleurs, etc. Tu vois cette question-là? Il y a toujours ça qui fait peur aux gens. Cette question, si je démissionne, ça ne sera pas pire ailleurs. Tu auras la réponse seulement quand tu vas démissionner. C'est ça. Malheureusement. Et une philosophie de vie que j'ai aujourd'hui à Alassane, c'est d'échouer le plus rapidement possible. C'est ça. Fais le face. Ça veut dire que, d'ailleurs, je suis jeune, donc je prends des risques. T'as rien à perdre. Il n'y a rien à perdre de toute façon. Mais en fait, même si tu n'as rien à perdre, je démissionne, au pire des cas, je serai au chômage, au pire des cas, je n'aurai plus à manger. Et puis, c'est ça le pire. Bah oui. Après, il n'y a pas d'autre chose, c'est pire. Tu fais Donc, pas en plus, tu as les compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. Donc, tu vois, peut-être 2 mois où tu n'auras pas d'argent, mais bon, c'est la vie, quoi. Donc, pour moi, c'est échouer le plus rapidement possible. Donc, je vais démissionner, je démissionne. Si ça se trouve, ça sera pire ailleurs. En fait, tu vois, déjà ce discours interne, je n'aurai plus. Bah oui. La peur, je ne l'aurai plus parce que je vois déjà brisé. Je saurais ce que c'est. Je suis d'accord. Si tu as des étudiants qui te regardent, qui ont envie de faire data scientist, qui ont envie d'entreprendre comme toi, parce que moi, je considère que ouais, aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Enfin, toi-même, tu l'as dit. Tu as quand même beaucoup d'activités. Est-ce que tu as des conseils à donner à des étudiants africains de façon générale, que ce soit dans le data science, dans le data science, pardon, ou bien que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que déjà tu conseilles aux gens d'entreprendre? Bon, je pense que la réponse est oui quand même, ça me paraît évident. Mais
est-ce que c'est pas plus confort de rester dans le salariat que de... Je pose des questions provocatrices exprès, mais est-ce que c'est pas plus simple de dire, bah, ok, les gars, restez dans votre confort de salariat. Vous fatiguez pas, c'est trop de travail, il faut aller chercher des clients, faut créer sa boîte, il y a beaucoup de paperasse, etc. Tu vois ça? Quand tu veux faire quelque chose, les inconvénients, tu ne les vois plus. Tu vois trop des inconvénients parce que quand ça ne t'intéresse pas. Mais quand quelque chose t'intéresse, tu vois ça comme des étapes en fait. C'est une étape par laquelle tu vas passer, puis ça sera une autre. Et en termes de conseils, honnêtement, je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'être salarié. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un d'être entrepreneur. Moi, le conseil que je donne, c'est vivre vos rêves à fond. Donc, si tu as un objectif, il faut que tu saches que tu es capable de l'atteindre et que tous les jours, tu mettes en place des stratégies pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est le premier conseil, c'est échouer le plus rapidement possible. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est la source d'apprentissage. C'est en échouant qu'on apprend. Moi, j'ai échoué en seconde C. J'ai appris qu'il fallait étudier. Donc, l'échec, ce n'est pas mauvais. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est il faut être en mouvement. Tous les jours, travailler pour atteindre vos objectifs. Et troisième conseil, au lieu d'être sur TikTok à scroller, soyez comme Alassane et partagez votre vision du monde. Donc, voilà, moi, les conseils que j'ai à donner à ceux qui te suivent. Franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est assez complet. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Déjà, ta chaîne YouTube, bien sûr qu'on mettra tout ça en description, n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes passionné par data scientist, je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux. En plus, le pire, c'est quoi? Je discutais avec un pote, je lui dis, je vais aller interviewer une fille là à Paris. Il me dit, genre, tu la connais? Je lui dis, non, je l'ai trouvée sur YouTube, j'ai vu ses explications, ça me paraît hyper intéressant. Et du coup, je l'ai contactée sur Instagram, et en plus, elle me connaissait. Et il me dit, ouais, c'est qui? J'ai dit, bah, sur sa chaîne YouTube, c'est Le Coin Stat. Il m'a dit, ah ouais, bah, je la connais. Je regarde ses vidéos et tout. Parce qu'il fait informatique. Et il fait un peu aussi de data scientist, mais lui aussi, il se considère comme data scientist, justement. Et du coup, il m'a dit, ouais, je le connais, je regarde ses vidéos et tout. Donc, tu vois, comme quoi, tu commences à devenir une star. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Donc, la chaîne YouTube, Le Coin Stat. Rejoignez-moi également sur LinkedIn, Natacha Ndjongwa Yebga, où tous les matins, je partage un post sur la data, et pas que. D'ailleurs, mon parcours, mes apprentissages, mes connaissances et autres. TikTok aussi. Le Coin Stat. Je suis TikTok aussi. Instagram, Natacha Ndjongwa. Donc, sur tous les réseaux, vous pouvez me trouver Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, où vous voulez en fait. C'est ça. Bon, on mettra tout ça dans la description de toute façon et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous. Bah, écoutez, ça fait plaisir. N'oubliez pas, il y a le formulaire qui est en bas pour ceux qui veulent participer à l'émission. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.